La Tech dans les nuages, c'est le podcast qui explore les histoires fascinantes du numérique d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Après un épisode qu'on pourrait qualifier d'intimiste avec Néo le mois précédent, on revient cette fois-ci sur un format standard et on va accueillir, en plus du sémillant Néo, Ronan. Salut Ronan, comment tu vas ? Salut Super Boki, super bien. Et toi Néo ? Impec, toujours aussi ravi de tourner un nouvel épisode avec un invité cette fois. Oui, donc il y aura un peu plus de cerveau dans l'épisode, c'est-à-dire un par rapport à cet épisode qu'on a fait un peu tous les deux, tranquille, dans notre coin. Oh, c'était pas mal aussi, hein. Ouais. D'ailleurs, ça serait peut-être, pour commencer, l'occasion de revenir un peu sur ce qu'on a pensé de cet épisode, sur ce que les gens ont pu en penser. Est-ce que tu aurais des choses à redire ? Non, moi j'ai eu quelques retours Ouais. sur le fait que le format était sympa. Il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps parce qu'effectivement, ça reste une conversation entre deux camarades, mais par contre, le format était bien accueilli de mon côté. D'accord. J'ai un peu la même chose sur le côté dynamique de potes qui parlent, donc c'était assez bien ressenti. Après, comme on a pu en parler un petit peu en amont, le côté tech qui a pris peut-être un peu le penchant sur le côté vulgarisation. Donc voilà, c'est pas bien ou bien, enfin il n'y a pas de curseur à ce niveau-là, mais c'est juste quelque chose à prendre en compte. Ronan, je reviens vers toi. Je sais pas si Néo t'a parlé un petit peu du concept de l'émission, sur comment ça se passe, parce que là, nous, on débriefe de l'émission d'avant, mais est-ce que tu connais un peu le concept de l'émission ? Non, expliquez-moi. Il lance des perches. Alors, dans cette émission, on essaie d'être pas élitiste, essayer d'apporter déjà une passion et peut-être quelques connaissances sur certaines choses en lien avec le numérique. On cible plus ou moins le curieux de l'informatique qui aimerait en savoir un peu plus. Et si on peut aller plus loin, on va plus loin. Ça, c'est, on va dire, l'envie que l'on a. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait ? Je sais pas vraiment. Petite particularité sur cet épisode, c'est la première fois qu'il y a un invité que je ne connais pas du tout. J'en connais la légende grâce à Néo qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de toi, Ronan. Mais en effet, là, je connais pas, donc ça va être très intéressant. Cette fois-ci, c'est Néo qui aura plus le lead sur la partie conversation. Et moi, j'arriverai avec mes oreilles toutes innocentes et mes pensées innocentes également pour pouvoir interagir avec vous deux. Oui, et c'est vrai que là, nos auditeurs ne le savent pas encore, mais pour se mettre bien à l'aise, tu avais décidé de redémarrer ton serveur juste avant de lancer l'enregistrement. Ouais, c'était pas le meilleur des moves, hein. Ça Il y a arrive. peut-être un conseil qu'on pourrait donner, un petit conseil gratuit, surtout celles qui aiment bien les choses avec le numérique. Ne pas faire de choses dans la précipitation sur « Allez, je le fais maintenant », juste avant de partir sur quelque chose qui nécessite cette chose. Oui, reconfigurer la box internet et le réseau de la maison un dimanche dans la matinée, ça, c'est pas terrible. Puis professionnellement, lancer, je sais pas, des tests sur des backups avant de partir, ou... Enfin, on aurait plein d'exemples à donner. Mettre en prod le vendredi. Voilà, ouais, mettre en prod, exactement. La fameuse mise en prod du vendredi, ouais, celle-là. C'est ce genre d'éléments. Là, on a plein d'idées comme ça, n'hésitez pas. On sait être créatif dans la médiocrité. Yes. Eh ben écoute, je vais justement présenter Ronan, en tout cas Ouais. tel que moi j'ai pu le connaître. Donc aujourd'hui, on a Ronan Mouchou dans l'émission. Donc tu es actuellement CTO, pour mettre en valeur mon bel accent anglais, Chief Technology Officer. C'est bien ça ? Directeur technique. Ouais, c'est pas mal, directeur technique. Et cofondeur de Xrator, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Yes. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire rapidement, puisqu'on reviendra vraiment plus en détail dans la partie interview, mais en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est Xrator ? Xrator, c'est une société nantaise qu'on a créée avec 2 associés. Aujourd'hui, on est 11. Et on est présent en France et à Singapour. Mes associés, eux, ils viennent plutôt du monde de la sécurité offensive, donc ce qui est les tests d'intrusion et ce qu'on appelle les Red Teams. C'est vraiment une simulation d'attaque en conditions réelles. Et moi, je viens plutôt d'une niche de la cybersécurité, qui est elle-même une niche de l'IT, ce qu'on appelle l'analyse de la menace, et spécialisé surtout, en gros, sur à partir des traces qu'on peut trouver dans les logs, en déterminer le comportement
de l'humain derrière, de l'attaquant qui va utiliser les logiciels malveillants. Et on a décidé de combiner tout ça, parce qu'on avait plein de choses à dire, donc chacun on a une dizaine ou une quinzaine d'années d'expérience en cyber, et on a expérimenté pas mal de choses, on a vu pas mal de déconvenues, on a vu que plus on bossait, plus les titres de journaux grossissaient sur le tsunami cybersécurité. Ouais. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est en gros une aide au maintien de conditions en sécurité. Donc au final, c'est plus tant tourné vers le cyber, mais plus essayer d'aider et de faciliter le travail de ceux qui vont vraiment réaliser le travail, donc administrateur système réseau. Donc on fait une cartographie des actifs de l'infrastructure de l'entreprise. En gros, on fait des gros scans ping à l'intérieur depuis l'extérieur. Ok. Ensuite, on vient scanner les vulnérabilités. Et ensuite, un des gros problèmes qu'on a pu voir, c'est que les techniciens, on chôme pas. Les décideurs, on a tendance à considérer qu'ils en ont rien à faire de la cyber, mais c'est pas du tout vrai. Le problème, c'est qu'en fait, on parle pas de la même chose. Un serveur vraiment important, ça va être un serveur important d'un point de vue technique. Sauf que peut-être que techniquement, il sert absolument à rien pour payer les salaires à la fin du mois. Yes. Et donc on essaye de réaligner ça. Et donc les vulnérabilités, on leur donne un score. Ils ont un score sur 10, qui est un standard en cyber. Et donc ce score, on vient le repondérer, comme les moyennes pondérées à l'école. On vient le repondérer en fonction de son importance pour la vie de l'entreprise. D'accord. Et la dernière couche qu'on fait, c'est on fait une veille automatisée sur les attaques, ce que font les attaquants, et notamment quelles vulnérabilités ils utilisent, quelles technologies ils ciblent. Et du coup, on vient encore une fois prioriser ces fameux scores, et on vient dire, là, il faut corriger telle chose sur tel serveur, telle application web, etc. Ok. Voilà. Donc c'est une plateforme, et ensuite, il y a une partie accompagnement où on aide justement les DSI à bien prendre en main leur réseau. Écoute, on s'est déjà pas mal plongé dans la partie interview. On va en garder quand même. Il faut pas être inquiet. Il y a quand même une grande partie, encore beaucoup de choses à dire sur ton parcours et aussi sur ce que tu nous as présenté là. Mais on va en garder pour la partie interview. Juste après là, je vais redonner la main à Boki. Ouais, tout à fait, parce qu'on va commencer un peu tout en légèreté, avec ce qu'on pourrait maintenant qualifier de traditionnel, je m'en fous pas. 3 actus plus ou moins en lien avec l'actualité. On s'en fout, on passe à la suivante. On s'en fout pas, on discute un petit peu, tel des piliers de comptoir en fin de soirée. La première, elle est relativement récente, du moins au niveau du grand public. C'est OpenAI qui demande d'arrêter d'utiliser trop leur serveur pour générer des images type Ghibli, parce que c'est devenu une grande mode. Je crois qu'il y a eu plus de 20 millions d'utilisateurs supplémentaires en 24 heures, parce que c'était cool de payer un abonnement OpenAI pour faire des images qui ressemblent au Ghibli. Alors du coup, Ronan, est-ce que tu t'en fous ou est-ce que tu t'en fous pas ? Je m'en fous un peu parce que c'est une belle campagne de com. Ok. Alors, c'est bien ce qu'il dit qu'il s'en fout, mais donne un argument qui dit pourquoi il dit ça ? Ouais, moi ça m'a, comment dire, ça a piqué ma curiosité. Alors non pas que je me serve des IA pour générer des images, mais c'est vrai que la thématique, on en a beaucoup entendu parler. Après, je pense qu'on en entend beaucoup parler aussi, c'est parce qu'il y a des biais dans le sens où nous on s'intéresse déjà plus ou moins à des choses en lien avec la tech, et ça va nous montrer ces choses qui nous intéressent. Tous les algos des réseaux sociaux ou des fils d'actu qu'on regarde, on est peut-être la cible de ce genre d'informations également, je pense. J'avoue. Mais là, ça va quand même passer aussi sur le côté vraiment grand public. Déjà, quand tu parles de tout ce qui est lié... Alors, je sais plus jamais si on dit Ghibli ou Ghibli, désolé. J'avais entendu Ghibli, mais... Ça touche beaucoup parce que tout le monde connaît un peu cette patte artistique d'Hayao Miyazaki. Et en effet, je rejoins un petit peu Ronan sur le côté coup de com', parce qu'en fait, des images inspirées, on va pas dire... on va pas aller sur le plagiat, on va parler d'inspiration. On pouvait déjà le faire avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier. C'est juste que là, ils ont réussi peut-être à trouver un prisme qui a beaucoup intéressé les gens. Ils ont pu faire la même chose avec Dragon Ball Z, avec je sais pas. Matt Groening, ouais. Le dessinateur des Simpsons. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs. J'ai vu c'est Defend Intelligence qui a fait une vidéo qui traite de ça. Et donc le style Ghibli et l'autre style qu'il a utilisé, c'est le dessinateur de South Park. D'accord. Très Parker, Next. Ouais, j'avais pas le nom en tête, mais il a refait le trailer de Jurassic Park en image. D'accord.
Mais quand tu dis... il s'est fait attaquer je crois que justement il s'est pris une lettre d'avocat. Ah ouais? Je crois, si c'est la même news. Mais quand tu dis que ça a marché, Ronan, le coup de com', c'est un truc de fou. Donc les chiffres, je sais pas s'ils sont vrais ou pas, mais les 20 millions d'utilisateurs en 24 heures, ils demandent arrêtez d'utiliser nos serveurs pour faire ça. Non, ils veulent pas qu'on arrête. Ils ont dit bon, vous pouvez le faire, mais vous passez sur l'offre payante. Du coup, il y a des gens qui sont inscrits qui raquent pour pouvoir faire ça. Et je me dis, le monsieur tout le monde s'amuse, ça je peux l'entendre. Mais là, ça va. Plein de clubs de foot qui ont fait ça pour faire leur com'. Le Crédit Agricole, à côté de chez moi, ils ont pris une photo de leur team en mode Hayao Miyazaki. Mais je me dis, c'est quoi le lien en fait? Après, c'est un mème, on fait tous partie d'une communauté. Enfin, je sais pas, on a à peu près le même âge. Vous avez peut-être fait la Post-it War il y a 15 ans. Ouais, et en fait, voilà, si on partage quelque chose. Après, c'est vrai que la news en elle-même de arrêter d'utiliser parce que nos cartes graphiques sont en train de fondre. Ouais, je pense que c'est du gros buzz. Ah, ça marche. Ça marche. Ensuite, la question, effectivement, de l'usage de l'image, là, je m'en fous pas. Effectivement, il y a énormément de questions sur le droit d'auteur. Est-ce que Ghibli est tombé dans le domaine public ou pas? On le voit de temps en temps avec certains des personnages Disney, en fait, qui apparaissent partout en figurine parce qu'ils sont tombés dans le domaine public. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est un bon tremplin pour essayer de remettre ça en fait en permanence, que il y a des créateurs qu'ils sont bien assaillis parce que en 5 ans là, on a tous gagné leur niveau qu'ils avaient avant, et que c'était déjà assez dur de vivre, et que maintenant à partir d'une création, si on est capable de copier un style, ça pose pas même de problème, que ce soit pour l'image et la musique. Et là où il y a le souci, c'est que justement, tu le dis, c'est copier un style. Et en gros, est-ce qu'on peut copyrighter un style? Sous quel point de comparaison on peut dire là c'est le style Ghibli, là c'est pas le style Ghibli? C'est pas comme genre Mickey, on sait que c'est Mickey. Genre moi je me fais un Ghibli, je suis pas un personnage de Ghibli, je suis à la manière d'eux. Et c'est là où je pense, ou d'un point de vue loi, c'est peut-être compliqué aussi à pouvoir borner. Il y avait quelque chose, je crois, avec Bruce Willis, où il voulait pas que son visage soit réutilisé. Donc là, c'est sa tête, on peut pas l'utiliser. Là, c'est vraiment juste un modèle de dessin. Juste, je mets des grosses guillemets que vous voyez bien sur le podcast audio. Il y a d'autres exemples alors je confonds à chaque fois. Je sais plus si c'est Bruce Lee ou Jackie Chan qui voulaient pas tourner aux États-Unis parce que systématiquement, en fait, leurs mouvements sont modélisés, et qu'il avait anticipé, en fait, que on pourrait faire de l'image de synthèse, ou qu'on pourrait appliquer sur des personnages animés les mouvements que lui avait réussi à développer avec son propre corps, son entraînement. Et ensuite, c'est là où il y a tout ce qui va être, alors je suis pas super calé, mais donc les beaux-arts, donc tout ce qui va être études, histoire de l'art, histoire des courants, etc., que ce soit en musique. On écoute un Beethoven, c'est assez caractéristique. Et donc en fait, au-delà de la pure loi du copyright, où effectivement il y a peut-être besoin de revoir, est-ce qu'aujourd'hui on a les cadres qui permettent de protéger les auteurs? Derrière, il y avait une genre d'éthique où en fait le plagiat c'était totalement détruit sur la place publique. Ça arrive de temps en temps quand un auteur il s'est dit je vais plagier sur d'autres, copier des styles, des paragraphes, et en fait ça se voit, et en fait c'était le tribunal populaire qui s'en occupait. Sauf que là il y a personne à tuer parce que c'est une IA, donc c'est peut-être un peu différent. Ouais. Tu parlais de plagier ou d'utiliser des visages ou autres. Il y a certaines IA qui le bloquent, mais je sais par exemple, je crois que c'est Grok, l'IA d'Elon Musk, bloque pas grand-chose. Elle s'était déjà fait connaître pour ça. Effectivement, c'est l'IA qui tourne sur Twitter, sur X, anciennement Twitter, et qui appartient à Elon Musk. C'était déjà son argument marketing, le fait que c'est ça. Vous ne voulez pas respecter les règles, on est là pour vous. Et ça fonctionne. Pour le meilleur ou pour le pire, ça sera à nos auditeurs d'en décider. Je propose qu'on arrête pour cette thématique. On s'est bien attardé dessus pour quelque chose où on s'en foutait un petit peu. Une préconisation, incitation, presque une demande officielle de la CNIL qui demande aux écoles notamment de ne plus utiliser les services de Microsoft. On s'en fout pas? Moi, je m'en fous pas. Ouais. Après, c'est pas une question pour ou contre Microsoft, vraiment défendre le libre, non, etc. On n'est pas là pour ça. Il y a effectivement un gros sujet. Roland, je t'interromps. C'est que tu te moques de savoir si Néo s'en fout ou s'en fout pas? Pardon. J'ai failli intervenir. N'hésite pas à sanctionner l'invité, Néo. Mais je pense qu'il avait bien compris que j'avais le même intérêt pour tout le monde l'avait vu à la caméra. Oui, exactement.
C'est vrai que je sautillais sur ma chaise avec la main levée, ça ne vous aura pas échappé. Tout à fait. Excuse-moi Ronan, tu disais. Non, j'allais dire non, c'est super important pour moi à plein de niveaux. Donc déjà c'est dans un mouvement où il y a certains mouvements de l'autre côté de l'Atlantique qui nous font poser d'énormes questions. Donc on peut plus compter sur l'amitié politique. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à compter longtemps sur l'amitié économique, notamment ceux qui s'occupent de nos infras. Ça a été des problèmes durant le Covid qu'on avait déjà parlé, donc il y a tout un discours sur la souveraineté numérique. Ouais, c'est un thème qui revient énormément, effectivement. Qui revient, qui en plus est plus franchouillard que franchouillard, hein. C'est pour ça qu'on a la bombe atomique, c'est pour ça qu'on a des rafales, c'est pour ça qu'on a les fameux canons César. C'est parce que on a toujours décidé de faire tout seul dans notre coin, sauf l'informatique. On s'est dit que ça servirait à rien. Non. Alors c'est plus compliqué que ça. Oui. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En gros, on a troqué la reconstruction de l'Europe contre justement la puissance informatique, parce que à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, qui disait puissance informatique disait en fait puissance balistique et donc nucléaire. Et donc comme les Américains ils voulaient garder le fameux parapluie dont on est en train de reparler maintenant, fallait pas qu'on donne l'informatique à l'Europe. Donc on a troqué un peu ça. Je vais pas continuer à digresser longtemps. Le deuxième truc, en fait, c'est sur les écoles. Le podcast, on l'a appelé la tech dans les nuages, mais on aurait pu l'appeler digression podcast, hein, donc ne t'inquiète pas. Hein. Ok. Non, et puis ça c'est le premier niveau, vraiment plus, on va dire, sociétal. Et le deuxième, c'est sur, en fait, la population qui utilise ça. Le débat se pose pour les écoles, mais également au niveau des universités. On a tous nos chercheurs qui sont branchés en fait sur du full Microsoft, et donc en fait on a et nos enfants et nos chercheurs qui interagissent, qui stockent, qui travaillent, peut-être bientôt qui raisonneront avec des outils d'assistance cognitive comme l'IA, comme Copilot, comme autres. Il y a un partenaire déjà commercial et qui en fait transfère tout en dehors de nos frontières, et qui a l'obligation légale, sur demande du gouvernement, de répondre à des requêtes. Ouais. Et c'est même là que ça inquiète un petit peu tout le monde avec le Cloud Act. Les gens ont pris conscience que, en fait, c'est pas parce que la donnée elle est pas physiquement sur un territoire qui est encadré par la juridiction américaine que cette même juridiction n'a pas la main mise sur les données. Et autant dire qu'avec AWS et tous les serveurs et les data centers qui sont provisionnés partout dans le monde, il n'y a pas un seul pays qui est épargné par ce Cloud Act. Corée du Nord. Bon, il y a un pays qui est épargné par le Cloud Act. Donc quoi, il y a bien un pays dans le monde où il fait bon vivre. Voilà. Exactement. La question, en fait, moi aussi, qui m'interpelle par rapport à ça, c'est, ok, on nous incite à peut-être se séparer de ces services-là, mais est-ce que en France, on aurait la capacité de se passer de ces services-là et la technicité pour le faire? En effet, il y a la ça s'acquiert tout ça, mais il y aura forcément peut-être du compromis, un delta en termes de temps. Donc pour moi, c'est aussi un peu, je vais pas dire de la bien-pensance ou autre, mais c'est entre guillemets facile de dire, faudrait arrêter d'utiliser les services Microsoft, mais pourquoi faire? Quelle est la solution? Ouais, alors on a des acteurs, on a Scaleway, anciennement Free Pro, je crois, pas Free Pro. Oui, c'est Iliad. C'est Iliad qui possède. C'est anciennement online.net. On a OVH, énorme acteur de la tech francophone, enfin française même, qui a d'ailleurs très longtemps refusé la pastille Secnum Cloud, et j'ai vu que là récemment il était labellisé Secnum Cloud. Donc pour résumer, est-ce que tu peux voilà, je vais te demander de préciser. J'avais anticipé. Le Secnum Cloud, en fait, c'est une étiquette, on pourrait dire, qui est délivrée par l'ANSSI, donc le gendarme d'internet en France. Enfin, en tout cas, c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes informatisés qui donne toutes les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et qui labellise des acteurs comme ça du numérique
français à partir du moment où ils remplissent un certain nombre de cases dans le domaine de la sécurité quand ils proposent des services. Et c'est quoi l'intérêt de refuser d'être labellisé par ça si c'est quelque chose qui est censé être gage de sécurité? Eh ben en fait, si tu veux, pour avoir une infra Secnum Cloud, tu peux pas, comment dire, il faut que toi, en tant qu'opérateur, si demain tu ouvres, imaginons, le podcast ne fonctionne plus, tu décides d'ouvrir une entreprise qui fait de l'hébergement de services et de données sur Internet, type OVH, et que tu dis, est-ce que je me positionne Secnum Cloud ou pas? Si tu te positionnes Secnum Cloud, il faut que l'intégralité de ton infrastructure physique, j'entends par là tes serveurs, tes configurations même géographiques, enfin les lieux dans lesquels tu vas poser tes lames de serveurs doivent répondre à un certain nombre d'exigences. Ça veut dire que ça a un coût pour tes clients. Tu peux pas te permettre de dire je vais avoir une partie de mon parc qui répond à du Secnum Cloud et une partie donc plutôt premium en termes de tarifs et d'attendus de sécurité. Et à côté de ça, dire je vais avoir une offre low cost qui respectera pas le Secnum Cloud, mais qui conviendra certainement à des acteurs soit de moindre importance. Quand j'entends moindre importance, c'est pas péjoratif. J'entends par là des PME, des TPE, voire des particuliers, des hobbyistes, comme on peut l'être. En fait, tu peux pas te permettre, ça ne rentre pas dans l'étiquette Secnum Cloud. Ok, donc tu peux pas être hébergeur low cost et Secnum Cloud, pour toi c'est pas compatible ça? Ouais, c'est pas possible. Enfin, tout le monde a pas besoin de rouler dans une voiture blindée en fait. Exactement, ouais. La comparaison est très pertinente, c'est vraiment ça. On a parlé donc de cette possibilité parce qu'on a le savoir-faire français, mais est-ce qu'on a la capacité en fait d'absorber tout ça? Parce que si on va plus du côté des États-Unis et qu'on fait tout converger en France, est-ce qu'on pourra absorber toute cette demande? A priori oui, si on est capable de l'envoyer aux États-Unis, d'un point de vue pur, genre les tuyaux quoi, les autoroutes qui envoient le débit, ça oui, il y a pas de souci. Derrière, en termes d'offres, je pense qu'en fait, t'as touché le point principal, Super Boki. C'est même pas, la question, c'est même pas est-ce qu'on peut, c'est est-ce qu'on en a envie, en fait. Est-ce qu'on a envie de revenir sur des certains conforts, des certaines habitudes. Voilà, les gens qui ont leur catalogue Netflix, Disney+, etc. Bon, en fait, vous retapez de la VOD, TF1+, TF1+, etc. On en parlait dans le précédent avec le self-hosting et les compromis qu'on est obligé de faire. Et c'est ça. Et les serveurs qui démarrent pas avant le début de l'émission. T'aurais été sur Azure, sur Microsoft, ce serait jamais arrivé. Non, mais effectivement, ça pose énormément de problèmes. Alors, on peut avoir le discours, en tout cas la réponse que moi et Néo on a. Par contre, on peut pas dire, c'est qu'une question de volonté qu'on change. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un accompagnement au changement. Et pour faire quoi derrière? Concrètement, c'est quoi le projet? Mais techniquement, de 1 à 1, on peut tout remplacer. Voilà, on passe tous sur... et là, je vais dire sous Debian, et là, c'est bon, il y a des gens de Linux Mint et d'Ubuntu qui partent en crise, et puis il y a OpenBSD qui va bloquer la Bastille, c'est fini. Voilà, on a le choix, mais derrière, c'est à quel coût, et de toute façon, on sera obligé de revenir en arrière, puisqu'on va quitter ce qui est une offre commerciale. Et on ne peut pas recréer une autre offre commerciale absolument à l'identique, et ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est ça qui est difficile, je pense. Je lisais là dans la presse tech que un opérateur du cloud français, alors j'ai oublié qui c'était, mais il disait que AWS aujourd'hui a 10 ans d'avance. C'est un retard qu'on a pris au démarrage et qui pour l'instant ne peut pas être récupéré comme ça dans l'année sous prétexte que l'État français, ou en tout cas le public français s'est dit zut, en fait on est en danger là en déployant, il y a toute une logistique. Alors, on va commencer par la première qu'on oublie à chaque fois. La première, c'est la logistique de la compétence. Donc je sais pas, j'ai entendu tout à l'heure, moi c'est pareil, j'ai grandi dans la campagne, on a grandi dans la grande campagne, on se balade dans la campagne, lycée agricole. Donc en fait le territoire et tout pays crée des filières en fait pour répondre à ses besoins. Aujourd'hui on n'en a plus parce que c'est vrai qu'on parle du cloud, avant de parler de cloud, c'est du béton.
Ça, on sait faire. C'est du béton, mais voilà, c'est de l'électronique, c'est de l'électrotechnique, c'est de l'électricité. Donc c'est-à-dire que bah oui, AWS, ils ont probablement sur les couches, on va dire virtualisées et tout ça, énormément d'avance. Mais imaginez le niveau d'optimisation qu'ils ont fait au niveau purement des câbles électriques et de la grosse multiprise et des ondulateurs. Et Google, c'était pareil, je me rappelle, je lisais des articles en 2005, rien que pour faire tourner le moteur de recherche. C'était ce qu'ils mettaient en œuvre et la perspective qu'ils avaient. Aujourd'hui, ça ferait moins rigoler. À l'époque, ça faisait complètement rigoler. Mais c'était, bah en fait, ils recouvraient d'herbe tout un ensemble pour garder de l'humidité, etc., avec des serveurs qui étaient en sous-sol, et bah pour voilà continuer à toujours maximiser l'énergie, bah, c'était des brebis dont ils pouvaient traire le lait et mettre à la cantine qui était gratuite. Aujourd'hui, on se dit wow, c'est un peu une utopie, et bah oui, mais en fait tout ça c'est une chaîne d'approvisionnement en fait qu'il faut mettre, et aujourd'hui on l'a pas. Non, c'est des grands acteurs qui ont fait en fait qui ont eu besoin de développer leur propre cloud, leur propre infrastructure pour réaliser leur cœur d'activité. Les trois grands acteurs aujourd'hui, c'est AWS, donc Amazon Web Services, c'est GCP, Google Cloud Platform, et c'est Azure de chez Microsoft. Et ces gens-là, si on regarde bien historiquement, c'est pas des gens qui vendent du service web, de l'hébergement. C'est des gens qui ont eu des magasins en ligne à faire tourner, qui ont eu un moteur de recherche à faire tourner. Et pour Microsoft, des clients, du mail à héberger, des systèmes d'exploitation à faire tourner, à déployer des mises à jour. Donc c'est c'est des acteurs qui ont eu un besoin il y a quelques années maintenant, et qui ont eu besoin de monter leur propre infra en France. Peut-être éventuellement Iliad, qui a eu besoin de monter son infra pour vendre des services d'ISP, donc Internet... non, fournisseur en français c'est bien, Internet. fournisseur d'accès Internet, FAI, oui. ISP c'est en anglais. Mais OVH, je crois pas me souvenir qu'ils soient arrivés pour autre chose que pour déjà fournir du service. Ouais, et puis on voit qu'ils arrivent, sur l'offre commerciale, même s'ils l'ont annoncé il y a longtemps, en fait ils arrivent après les autres, parce qu'en fait eux ils ont un historique et une dette technique en fait à transformer. Il y a un autre acteur dont à chaque fois on se dit ah oui c'est vrai, mais il y a Outscale de Dassault Systèmes, c'est pareil, pour faire tourner les logiciels de simulation, ils avaient des besoins. Et j'ai vu un reportage il y a pas longtemps qui était super intéressant, super éclairant, mais qui montre aussi tout le potentiel en gros caché de plein d'acteurs qui ont rien à voir avec, comme tu disais, et qui potentiellement pourront être ces fournisseurs de demain. Et donc là, celui qui était mis en lumière, par exemple, ça rappelle un peu à Amazon, c'est Lidl. Ouais, j'en ai entendu parler aussi. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que, moi, pareil, là où je suis, il y a une très grosse implantation Leclerc et tout ce qui est les groupes U, Super U, etc. Les offres d'emploi, à chaque fois, je les regardais en informatique, ils recrutaient. Mais déjà il y a 20 ans à balle en fait sur ces postes-là. Je pensais pas qu'on durait longtemps sur cette deuxième thématique. Et on n'a même pas descendu Microsoft, alors que j'ai une contre-indication médicale à utiliser des logiciels Microsoft. Votre professionnalisme et votre éthique vont au-delà de toutes ces griefs envers Microsoft, griefs supposés. Non. La troisième thématique est un petit peu plus légère. On termine un peu sur du jeu vidéo et la sortie de la Switch 2. Enfin. Alors je sais pas, Roland, toi si t'as été un peu jeu vidéo ou pas du tout, c'est quelque chose que tu suis de près, pas du tout. Je suis jeu vidéo, je suis pas de près et je suis pas console. D'accord. Est-ce que tu sens poindre le premier je m'en fous pas, qui va majoritairement être... Non, moi c'est pareil. Je suis pas passionné. Je m'en fous pas si c'est cool pour vous. Non, il faut à un moment dire non. Non, perso, non. Pareil, je suis pas... T'as ton Steam Deck, ça te va? J'ai pas osé le remettre sur la table, mais effectivement, j'ai mon Steam Deck. Ok, et bien on s'en foire de la sortie de la Switch 2. Ouais. Ronan, tu auras inauguré le premier je m'en fous pas, sur lequel on passe sur une actu. En même temps, on a passé plus d'un quart d'heure sur la thématique d'avant, donc ça va gagner du temps. C'est vrai. Donc merci Ronan de nous remettre un peu dans les clous. Alors, habituellement, quand on poursuit par une chronique de Néo, vu que tu vas mener l'entretien avec Ronan, alors moi, ça sera pas une chronique, mais plutôt une petite pincée de nostalgie où vous allez être également concerné. C'était sur l'achat de son premier ordinateur.
Donc là, je parle pas de l'ordinateur que l'on va récupérer du pote, du cousin, on dit qu'il est super alors qu'il est rincé. Non, on parle pas de ça. On parle du premier PC que vous allez acheter en pleine conscience en vous disant je veux ce PC pour faire ça. Moi, par exemple, c'était milieu fin des années 90. Vous, ça se situerait à quel moment, ce premier achat ? Je laisse la parole à Ronan, honneur à Moi, l'invité. j'ai été un grand récupérateur de PC des cousins ou autres. D'accord. Moi, il a été relativement tard, ça a été 2007. Ouais. 2007. Le premier que j'ai acheté moi-même. D'accord. Et toi, Néo ? Dans les années 90 également. Hein. C'était un K62 400 avec un port AGP et une TNT2. Eh bien, tu pourras en reparler, Néo, parce que je vais vous interroger là-dessus. C'est là où on voit le côté escroc de ma petite pastille. On va essayer de se rappeler un peu ses souvenirs, dans quel contexte on a pris ce premier ordinateur. Pour ma part, c'était au collège. J'avais déjà eu des PC de récupération, on me filait des machins relativement obsolètes déjà pour l'époque, à base de Pentium 75, avec 32 mégas de RAM, enfin des choses qui commencent à causer. À 32 mégas, c'était pas rien à l'époque. Hein. Et voilà, j'étais déjà passionné, et je voulais absolument un ordinateur. J'ai fini par avoir un petit budget. On reparlera d'ailleurs du budget d'une machine complète à la fin des années 90. Sauf que, on en a parlé un peu en amont, j'habite à la campagne. Dans une époque où on n'a pas forcément un gros accès à Internet, le numérique est pas quelque chose qui nous berce au quotidien, dans le sens où on n'est pas martelé de technologie, de création de besoins, et c'est pas forcément simple de trouver la connaissance sur quelle machine acheter pour notre usage. Quand je dis la campagne, je dis un village où il n'y a pas de magasin, où il faut prendre la voiture pour aller chercher le pain. C'est ça la campagne. Pour vous, ça serait quoi l'endroit où on peut avoir accès à une personne qui a le savoir pour nous dire c'est de cette machine dont tu as besoin. Je rappelle, à l'époque, il n'y a pas les moteurs de recherche, il n'y a pas l'accès à Internet facile. D'ailleurs, j'avais même pas Internet. Prenez tout votre temps. Ouais, on réfléchit. La bibliothèque au collège, au CDI, demandait... Alors ça aurait pu être une technique si il y avait de la technologie vraiment au CDI. Il y avait 2 machines de récupération et la documentaliste n'était pour ainsi dire pas forcément passionnée. Non, je suis allé dans mon magasin Maxi-Marché au rayon informatique. Ah oui. En quête de connaissances auprès du vendeur informatique. Eh bien, figurez-vous que toutes les machines répondaient parfaitement à mes besoins. Tu veux jouer à quoi ? Je tenais le jeu. Ah bah cette machine-là peut. Ah, elle est trop chère. Celle-ci peut. Elle est encore trop chère. Bref, j'ai compris que à l'époque, peu importe la machine, on pouvait jouer à n'importe quoi. Oui. J'aurais bien compris que la personne était peut-être au rayon poissonnerie la semaine d'avant et m'aurait vendu n'importe quelle machine. Je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Donc avec mes parents, on a pris la voiture à la ville un peu plus grande pour aller dans un vrai magasin d'informatique. But. Pour ceux qui connaissent pas, Ils vendent aussi des canapés. ménager. Ils ont pas de rayon poissonnerie. Ils ont pas de rayon poissonnerie. Donc je me suis dit, il y a plus de chances d'avoir un peu de personnes avec une certaine connaissance. Et j'ai donc acheté un magnifique ensemble de la marque Fujitsu Siemens, un Scaleo B avec un Pentium 4 2,4 GHz, 256 mégas de RAM et une petite carte graphique où j'ai plus le nom, je crois que c'est la X800 GTO. J'ai plus en tête. Et ça m'a permis de pouvoir jouer à des jeux que j'avais affectionné beaucoup, des Hero Might and Magic par exemple, qui à l'époque me permettaient, demandaient une configuration pas trop gourmande non plus. Donc c'est un PC bureautique, il n'y avait pas trop cette mode grand public des PC gamers, donc c'était une tour grise mais coquette. Quand je dis coquette, c'est qu'en fait on avait une tour grise et sur les côtés on pouvait changer les bandes de couleurs, c'était des bouts de plastique PVC et on pouvait changer, on pouvait mettre rouge, bleu, avec des clips. Fujitsu Siemens, c'est pas eux qui avaient les tours les moins banales de ce qu'on pouvait trouver. Ils avaient les couleurs d'ailleurs étaient il y avait cette espèce de vert Fujitsu là qui était, elles étaient originales. Pour te dire, j'ai monté mon premier serveur Unread je voulais en faire un sleeper dans une tour Fujitsu Siemens que j'avais récupéré d'un collègue. Bon, le problème c'est que au niveau ventilation, on a clairement fait des progrès. Tout ça pour dire que une machine bureautique comme celle-ci, plus déjà à l'époque j'avais eu un écran plat 15 pouces TFT, une catastrophe. Ah oui, donc plat, pas oui. Cathodique avec une dalle plate. Non, pas un CRT. J'ai eu un CRT plus tard, on y reviendra peut-être dans une autre émission. Enceinte intégrée dans l'écran plat, clavier, souris, imprimante
laser, non, pas du tout laser, jet d'encre. À votre avis, ça coûtait combien? On peut parler en euros, hein, si vous voulez. Je me rends absolument pas compte. Je saurais pas dire. Alors certainement, je suis pas sûr que ça vaille plus cher qu'aujourd'hui, mais en même temps, le coût de la vie a tellement augmenté. J'aurais dit entre 3 et 5 000 francs. Entre 3 et 5 000 francs. Il va falloir faire la conversion, là. Sur la calculatrice. Alors, non, c'était plus cher que ça, hein. Je me rappelle du package complet, c'était un package qui était à, grosso modo, 1500 €. Mais comme l'a dit Néo, le coût de la vie a tellement changé entre-temps. Ouais. Mais pour l'époque, c'était vraiment... C'était énorme, une config à 10 000 francs. Ah, je pensais pas que c'était aussi cher. Alors, c'était beaucoup moins accessible, ça l'est devenu par la suite. Oui. J'aurais voulu parler dans cette petite chronique du après, du moment où on commence à avoir les compétences, ou qu'on pense avoir les compétences et qu'on se dit on va monter sa première machine. Mais ça fera l'objet d'une autre chronique. On pourra parler, par exemple, du site ou de la rue Montgallet à Paris. On pourrait aller chercher du matériel. Il y aura des choses à dire. La première fois que j'ai visité Paris, c'était pour venir dans le 12e. Mais on en parlera au moment de la chronique. Au moment opportun. Ouais, exactement. Moi, mon PC, cette machine, elle était avant tout pas pour travailler, pas pour aller sur Internet parce qu'il n'y avait pas Internet chez moi. C'était juste pour jouer à certains jeux de stratégie. Vous, votre première machine que vous êtes achetée, c'était pour quoi faire? Alors Ronan, tu disais que tu étais beaucoup sur de la récup, mais je pense que ça peut compter aussi. Moi, dès le début, c'était pour jouer. Ouais. Enfin, mais du coup, mes parents aussi. Tu jouais à quoi? Alors, les tout premiers jeux, c'était sur disquette, là. C'était les Astérix, Obélix et les Lucky Luke, là, en 2D, jeux de plateforme. Ouais. Ouais, et puis ensuite, Age of Empire 1. Ah ouais. Puis ensuite, j'ai glissé, Civilisation. Et là, c'était fini. Ah. Il y avait une promo sur le Civ 6 récemment, là. Ouais, et puis il y a le Civ 7 qui est sorti il y a pas longtemps, et ça, je m'en fous pas. Si t'as pas compris que tes chroniques étaient mal préparées. Mal orientées. Regarde, pirouette parfaite sur Civilisation. La première fois que j'ai parlé dans une émission, un podcast, c'était un podcast de la case rétro. C'est un podcast rétro gaming où j'ai fait une chronique sur Civilisation 2. Ah bah, parfait. Parce que c'était jeu du cœur. Et j'avais fait la chronique sur la version PlayStation de Civilisation 2. Donc jouer à un jeu type Civilisation sur PlayStation avec une manette et un processeur vraiment pas foufou. Fallait aimer le jeu. Ah, effectivement, ouais. Donc voilà, même passion pour Civilisation que toi, Ronan. Ouais. Et toi, Néo, ton premier PC acheté, c'était pour faire quoi? Le acheté, c'est ce que je disais, c'était un K62 400 de chez AMD. Ouais. Avec une Riva TNT 2, avec 16 mégas de RAM, de VRAM. Mais je jouais avant ça, hein. J'ai joué en fait pour pouvoir caler une carte graphique dedans, mais avant ça j'avais... Parce que la TNT2, je suis même pas sûr qu'elle était en AGP. La TNT2, je l'ai peut-être eu avant d'ailleurs. Bon, bref, ma première machine sur laquelle j'ai pu travailler, enfin jouer, c'était un Pentium 2 133 MMX. Et je jouais à Age of Empire, hein. J'ai toujours été très mauvais, mais par contre j'ai commencé... par jouer à ça, Age of Empires, Half-Life, très très rapidement Half-Life. Alors les jeux sur disquette que tu évoquais tout à l'heure, Ronan, je les ai connus, mais j'ai pas spécialement accroché. Je me souviens avoir joué à Rayman, à Air Sports Gym, le petit ver de terre là. Rayman, il était sur disquette déjà? Je pensais que c'était déjà sur un support CD-ROM. C'est possible, je t'avoue que ça date un petit peu, mais en tout cas dans le style platformer comme ça. C'est les deux jeux qui m'ont marqué. Après, beaucoup. J'ai beaucoup joué au FPS, donc la série Half-Life, tous les modes qui sont venus après et qu'on a évoqué dans la dernière émission. Ouais. Tout ce qui était Unreal Tournament et Quake, donc tout ce qui est Fast FPS. Je garde quand même beaucoup de très bons souvenirs des Fast FPS et je retombe dedans assez facilement. Ok, donc aucun de nous n'a eu son premier PC acheté pour travailler, faire ses études. Non, je savais même pas qu'on pouvait travailler sur... le premier acheté, si, par contre, moi c'était... Ah oui, parce que toi, c'était quelques années plus tard, donc... Ouais. Mais du coup, j'ai acheté un PC de gamer, et puis... Oui, pour travailler. Pour travailler, voilà. Ouais. Moi aussi, mon second, c'était pour travailler, il était pas assez puissant pour faire tourner Football Manager, alors il a fallu que j'investisse dans plus de puissant. Ouais. Écoutez, merci messieurs pour les retours sur vos premières machines.
avant tout pour jouer, on n'était pas encore en âge de vraiment travailler, peut-être. D'ailleurs, on n'a même pas dit l'âge. Vous aviez quel âge, vous, sur vos premières machines ? Moi, j'étais au fin du collège. Je me souviens avoir loupé la Coupe du Monde 90, la finale de la Coupe du Monde 98 pour jouer à Age of Empires. Bon, c'était le 2, je crois, à l'époque. Tu me brises le cœur en disant ça. Bon, j'ai jamais été très très foot. Et toi, Ronan, ta machine, c'était aux alentours de quel âge ? Première machine ou la première achetée ? Alors, ta première achetée, t'avais dit vers 2007, donc tu Ouais. devais être déjà jeune adulte, je pense, en 2007, toi ? Pas encore. Lycée ? C'était c'était le début des études. Non, attends. Ouais, si, c'était ça. Et après, ça D'accord. dépend, parce que vous avez dit machine, mais vous aviez dit PC avant. Parce que Ouais. sinon, la première machine, non, bien entendu, c'était un Minitel, quoi, et j'avais 3 ans, et mes parents devaient le déconnecter, et moi, je comprenais pas. Je pianotais, c'était drôle, ça s'allumait, et ça me suffisait, quoi. D'accord. Minitel, ça pourrait faire l'objet d'une chronique sympa, d'ailleurs. Ouais. On parlait d'ailleurs de Free tout à l'heure, mais le patron de Free, Xavier Niel, a été Ouais. un acteur, Important. je dirais pas prépondérant, mais a été un acteur du Minitel. Tout à fait. Ok, donc maintenant j'ai des substances pour faire des vraies chroniques. Hein. On a le Minitel, on a l'âge d'or de la rue Montgalet. Ouais, celle-là, faudra qu'on y passe. Ouais. Peut-être qu'en mai, on aura quelque chose de sympathique à écouter. Enfin, vous aurez quelque chose de sympathique à écouter. Je propose tranquillement qu'on avance sur le podcast. Et Néo, je vais te laisser prendre le lead. Là, c'est toi le chef. Allez, On t'écoute. eh ben écoute, je vais torturer Ronan. On va commencer par le tech à tech. Tu vas être le premier invité à passer l'épreuve du tech à tech. Donc le tech à tech, c'est ce qu'on a expérimenté, Boki et moi, sur l'épisode précédent, de manière tout à fait intimiste. Et là, donc, je vais te soumettre à la même chose. Je rappelle les règles. Je vais te faire une proposition de 2 choix. Et donc, il va falloir choisir un des deux, soit la réponse A, soit la réponse B. Et tu n'auras pour compléter pour expliquer ce choix que l'équivalent de 2 lignes si tu devais l'écrire. D'accord ? Donc, de manière très très concise. Quelle taille de poésie de caractère. Il faudrait demander à Jérôme Essler, notre précédent invité, Ah oui. qui avait la réponse à ça. Non, l'idée en fait c'est que ce soit très concis. Ouais, très rapide. Voilà. Et éventuellement, si jamais tu as une proposition C à faire qui est particulièrement intéressante, tu pourras user de ce bonus. C'est bon pour toi ? Ok. J'ai pris dans la liste de ce qu'on avait fait l'émission précédente avec Boki. Et au Yes. hasard, donc, la première question, plutôt Command Line Interface ou plutôt Graphical User Interface ? Plutôt ligne de commande ou plutôt interface graphique ? Plutôt interface graphique aujourd'hui, parce que ça oblige le technicien à connecter avec l'humain utilisateur derrière. Quand tu dis technicien, le Le développeur ? technicien, le développeur. Ok. En tant que créateur, que concepteur, du coup, ça oblige vraiment à rentrer dans le... Après, c'est et un à vrai métier. interagir avec l'humain. C'est un vrai métier, hein, C'est très dur. le UX designer. Tu veux dire que par là, il est obligé de penser à l'autre et pas juste à sa vision du fonctionnement d'un outil, par exemple ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est dépasser... Alors, c'est dur de créer un bon système informatique ou logiciel, mais du coup, encore plus dépasser ça pour vraiment s'interfacer avec la personne dans son quotidien, avec ses problèmes et ses envies. L'interface graphique me fascine de plus en plus. C'était des lignes écrites en très petite police d'écriture. Ouais, vraiment. J'ai dû réexpliquer. Donc. Ouais. C'est de la c'est ma faute de faute, Boki. Allez, deuxième proposition, plutôt intelligence artificielle, dans le sens LLM, ou moteur de recherche, pour rechercher des informations. Par exemple, si tu veux connaître, et je crois que j'avais pris à peu près le même exemple, si tu veux connaître la taille du plus grand pont suspendu au monde, à qui tu demandes ? Je demande à Perplexity. Donc plutôt IA, Bah, il y a, mais LLM. qui utilise basé sur qui est branché à Internet. Ouais. C'est ça ? Ouais. Ok. Ça ressemble à une réponse C, hein. Et ça, c'est devenu vraiment un réflexe pour toi maintenant, ou tu dois encore faire l'effort de dire « Ah, attends, je vais prendre un outil IA pour faire mes recherches ?»
Non, maintenant c'est quasi systématique, alors Ok. que en gros la barre de recherche Google a été mon principal outil de travail pendant vraiment des années. Et là ouais, ça change quand même vraiment pas mal de choses. Alors surtout avec des outils à la Perplexity, où on peut aller taper sur tout un ensemble de sources, et l'équivalent des 2 pages de Google, il va me les résumer il va peut-être mettre 10, 20, 30 secondes, là où j'aurais dû beaucoup plus. Donc ça m'accélère en fait toute la recherche préliminaire. Et ensuite, je vais aller piocher moi-même, une fois que j'ai à peu près la vision d'environnement. Hop, je repasse en moteur de recherche pour aller vraiment chercher précisément ce que j'ai mangé. Mais donc, Ok. je confirme, c'est bien Boki qui perturbe cette chronique et qui m'empêche de la faire dans un temps tout à fait correct. Je me tais. Non, du tout. Allez, 3e et dernière proposition, plutôt private cloud ou self-hosted. Donc plutôt utilisation d'outils en ligne accessibles avec abonnement ou pas, type Drive, Microsoft, Google ou autre, ou plutôt auto-hébergement. Aujourd'hui serait la réponse A. D'un point de vue professionnel ou... Ouais, d'un point de vue un peu professionnel, même un petit peu global. Ouais. Parce que c'est une question d'où mettre ses efforts. Ça me fait pas kiffer plus que ça de tout l'aspect hébergement. Ok. Mais ça dépend des usages et de ce qu'on a envie de faire. Eh ben impeccable, merci pour ces réponses. Donc c'était le premier tech à tech de la tech dans les nuages. Tu étais le premier invité à passer à la moulinette. On va poursuivre sur une partie plus classique. Est-ce que... Ouais, et ce qui est marrant, je t'interromps juste une seconde, c'est que ce tech à tech, les réponses que tu as faites sont à l'opposé total de ce qu'a pu répondre Néo. Donc c'est assez sympa. J'ai l'alpha et l'oméga face à moi. C'est marrant, alors qu'on se rejoint sur pas mal de points, hein, notamment la partie libre. Sur Ouais, mais après, c'est vrai, moi je suis... je pousse beaucoup pour le libre, mais je suis Microsoft. Ouais. Et en cyber, la plupart des gens, je vais recommander du Microsoft. Alors Apple, je connais beaucoup moins, mais que du Linux, parce que non, c'est pas plus sécurisé, etc. Et si on s'y met un petit peu, oui, tout de suite, on peut avoir des super résultats. Mais pour des gens qui utilisent juste l'ordinateur pour faire autre chose plutôt que l'ordinateur en lui-même, yes. Très vite, on tombe dans des pièges énormes. En fait. Mais j'adore le libre. Quand même. Ah, ça fait plaisir à entendre. Eh ben écoute, je vais te laisser nous parler de ton parcours scolaire. Alors, en ça que, okay. Jusqu'à présent, les gens qu'on a eu comme invités avaient un parcours scolaire plus particulier ou moins linéaire de ce que je connais de ton parcours. Mais par contre, toi, la partie très intéressante, c'est la partie niche qui va venir après. Donc je te laisse parler un petit peu de ton parcours scolaire et puis le parcours pro, en fait, qui a découlé derrière. Parcours scolaire plutôt classique, école publique, bon élève, sans être excellent, donc j'étais pile dans le gouffre des reprofs des profs qui disaient t'en as sous la pédale, tu pourrais faire plus, etc. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Bien, mais peut mieux faire. Ouais. Ce qui fait grincer des dents. Oui, mais pour faire quoi? Donc voilà, sans trop galérer, j'ai atteint le bac. De là, j'avais plusieurs trucs, et puis j'ai écouté mes parents. Des fois, c'est pas toujours l'âge, mais il m'a dit je commence à choisir un travail qui te donnera du boulot, si tu feras ce que tu veux. Et donc j'ai fait une première prépa intégrée à Télécom Lille. Je l'ai redoublé. Parce qu'il n'y avait pas option 102 mètres pastis en fait dans les partiels, et donc j'avais pas révisé la bonne chose. Ouais. Mais non, après c'était clairement, j'ai voulu revenir vers quelque chose de beaucoup plus pratique. Donc j'ai fait DUT réseau et télécom par apprentissage à une époque où c'était pas du tout valorisé. Ouais. Donc pour remettre un peu de contexte, ton DUT c'était en quelle année là? 2008, 2010. Ok. Donc réseau classique, du Ethernet, et puis à côté il y avait un petit peu la VoIP du côté télécom qui commençait à arriver, un petit peu d'informatique, et c'est vrai que l'informatique ça m'a pas passionné en tant que tel, hein, mais tout ce qui était algorithmique je trouvais ça super intéressant. Et sinon moi mon truc c'était les réseaux. Et donc par apprentissage, du coup, j'étais technicien supervision réseau.
donc sur disponibilité du cœur de réseau, et il y a eu une bascule sécurité. Donc en fait, voilà, il y avait 3 stations que les gens allaient regarder une fois par semaine, et puis on m'a dit bah tiens Ronan, quand il y a pas de ticket, quand il y a pas d'alerte, en fait c'est un peu comme les pompiers quoi. En fait, tu peux attendre. Les pompiers ils ont pas ce luxe-là, mais nous des fois on peut attendre 2 semaines et il y a rien qui arrive. Parce que les choses elles marchent. On m'a dit bah tiens regarde, il y a de la sécu, c'est des log firewall, et j'ai commencé à creuser, je trouvais ça hallucinant en fait la mine d'informations et puis de sur comment fonctionnait le réseau en fait, puisqu'on avait accès à tout. Pour vulgariser un petit peu ça, donc les tickets, c'est la norme en matière de comment dire, De helpdesk. Ouais, helpdesk. En gros, assistance utilisateur. Ouais, voilà. S'il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. C'est comme chez votre opérateur internet. Si vous n'ouvrez pas de ticket incident, je considère qu'il n'y a pas de souci. Bah, ou comme chez les pompiers, s'il n'y a pas d'appel. Exactement. Et log firewall. Bah, c'est les journaux, bah, les firewalls, en gros, c'est un peu comme des vigiles de boîte de nuit. Donc, ils disent, bah, toi, t'as le droit de passer et pas toi. Voilà, ils ont un ensemble de règles. Ils ont des règles, et puis derrière, on a des journaux. Donc, en fait, on va stocker ces informations pendant des mois, des fois des années. Et parfois, et puis, bah, effectivement, la lecture nous permet de voir soit des mauvaises configurations, donc des machines qui devraient pas parler comme elles devraient parler, soit une fois qu'on a épuré ces mauvaises configurations, on commence à voir des anomalies. Et là, ça peut être des gens en interne qui font des trucs qui auraient pas le droit, ou alors des gens depuis l'externe qui sont en train de se balader chez nous comme sur un moment, quoi. Quand tu dis des gens en interne, ça pourrait très bien être des machines à l'insu de l'utilisateur aussi. Ouais, bon, à l'époque, c'était ouais. C'était des gens, enfin, c'était le classique, quoi. C'est je télécharge mes films depuis l'entreprise, je regarde des films qui sont, voilà, normalement on regarde pas dans le cadre professionnel, enfin, ce genre de trucs là, quoi. Ouais. Les fameuses vidéos de chat, bien entendu. Les vidéos de chat. Et donc en fait, comme ça m'a bien plu, bah il y a l'équipe sécurité qui m'a remarqué. Ils m'ont dit bah tu veux pas continuer avec nous? Je fais oui, ok, bon la condition c'est de faire école d'ingénieur. Je fais, ah bon, d'accord. Et du coup je suis allé en école d'ingénieur, qui est école d'ingénieur télécom. Donc cette fois-ci là c'était il y a un peu de réseau, mais beaucoup de maths. Voilà. Donc les ondes, les machins, etc. C'était très compliqué. Mais j'ai adoré, j'ai compris bien plus tard en fait à quoi ça me servait. Et bah, du coup sur ces années d'ingénieur, j'ai vraiment creusé le côté cybersécurité, et notamment tout ce qui était les virus, les logiciels malveillants, via une approche réseau. Donc ce qui était un peu nouveau à l'époque, c'est donc normalement les virus, on se dit bah je vais les attraper sur une machine avec un antivirus. Ouais, exactement. Ouais. Et donc moi je me suis dit bah en fait un virus, il est pas autonome. C'est un drone qui est piloté par un humain, qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, mais en tout cas il a pas la connexion physique locale. Donc il est obligé d'avoir des communications sur le réseau. Donc si j'arrive à trouver ces communications, qui fait du bruit, qui correspond pas aux standards de communication de l'entreprise, et que je les coupe, bah le virus il sera pas là, hein, il sera pas désinfecté. Par contre il sera inerte, comme un drone tombé au sol. Et donc voilà, j'ai un peu développé ça avec d'autres collègues aussi qui m'ont bien cadré, et j'en ai fait mon projet de fin d'études. Et en fait j'ai créé à la fin un DNS menteur. Donc c'est un DNS qui répond, donc un DNS c'est ce qui fait la traduction entre www.google.com, donc une adresse pour les humains, voilà, vers des adresses machines, les fameuses adresses IP. Et donc voilà, on peut créer des DNS menteurs qui dit voilà, par exemple, si on lui demande où est-ce qu'est la banque, et nous envoie au commissariat. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai créé. Et le tout, du coup, branché avec des sources sur Internet. Donc en fait, de listes de serveurs qui étaient utilisés par les logiciels malveillants. Après ça, c'est la presque fin des études. Mais oui. Je t'interromps par rapport à ton projet, au DNS menteur. J'essaie de me remettre toujours un peu dans le contexte sur les pratiques en termes de cyber. Est-ce que c'était quelque chose déjà de commun, cette manière que tu avais d'analyser une menace? Par exemple, avec ce côté, tu parlais l'image par exemple au drone. Est-ce que c'était une manière qui était rentrée un peu dans les usages de réfléchir comme ça pour stopper une menace? Je pense pas, mais pour être honnête, c'est pas moi qui ai eu l'idée originale en fait. C'est mes collègues en fait qui avaient développé déjà un petit prototype
que j'ai repris, mais alors que j'ai repris et que j'ai développé, que j'ai implémenté, mais aussi que je me suis approprié avec justement ce bagage télécom en fait. Et c'est à partir de là où vraiment ce côté communication, et qu'au final le fameux virus définitivement c'est pas comme à l'époque c'était le H5N1, c'est pas comme la grippe, etc. Il est pas arrivé là par hasard. J'ai l'impression que même en termes d'antivirus, et tu pourras peut-être nous en reparler de ton expérience par la suite, mais même en tant qu'antivirus, c'est assez récent le fait de s'intéresser à la manière dont un programme fonctionne, et en tout cas ce qu'il produit comme bruit, comme changement dans un système. Avant, on s'intéressait finalement, est-ce qu'il remplit les conditions de signature de virus connus, par exemple. Ce qui rendait la chose un petit peu compliquée quand on avait face à nous un nouveau, quelque chose de méconnu. Finalement, la signature de l'exécutable était inconnue, et du coup, ça n'existait pas. Ouais, alors du coup, on va faire la parenthèse antivirus. Ouais, antivirus EDR. Alors je mets les EDR de côté, ouais. On va en reparler, parce que un EDR peut avoir une fonction antivirale, mais pas forcément. Ouais. Mais du coup, les antivirus tels qu'on les connaît, c'est vrai qu'on leur met l'étiquette que en fait c'est de la détection par signature, donc en fait c'est une signature cryptographique comme MD5 par exemple. Si on connaît pas, c'est un peu comme les CRC, mais on est un peu plus gros. Les centres de contrôle. Ça, on a arrêté d'utiliser uniquement ça au milieu des années 90. Notamment avec l'arrivée d'un malware dont tout le monde nous bassine en ce moment, mais on a réglé le problème au milieu des années 90, les fameux malwares polymorphiques. Donc en fait, on avait des logiciels malveillants où on mettait sur un ordinateur non pas le logiciel malveillant, mais le logiciel qui allait pouvoir générer le logiciel malveillant. Et donc les pirates s'étaient dit en fait comme ça ils peuvent pas faire de la signature sur le logiciel malveillant, puisqu'en gros il n'existe pas, il est créé à la volée. Donc comment on utilise ça? C'est très simple, quand on commence à coder, on va avoir une école, celle qui utilise les boucles for, celle qui utilise les boucles while. Et au final, on arrive au même résultat, mais il y a une plasticité avec le langage informatique qui fait que de plein de manières différentes, on peut arriver au même objectif. En gros, les polymorphiques, c'était ça. Oui, sauf que les gens qui font des antivirus sont pas totalement débiles. Plutôt que de faire de la signature sur la partie virale, ils ont fait une signature. Et en fait, pour être plus précis, c'est plein de signatures par portion de code qu'on découpe. On va appeler ça les approches génomiques. En fait, c'est inspiré, c'est comme le séquençage ADN. Et donc, on le fait sur la chose qui va générer le virus. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les malwares polymorphiques sont plutôt mornés dans l'œuf au milieu des années 90. Ça change un petit peu aujourd'hui avec les capacités des LLM. Il y a quand même des choses qui remettent en cause. Ouais, surtout qu'il y a toujours eu beaucoup de copier-coller de code. Les adversaires ne réinventent pas la roue à chaque fois. Non, en tout cas, ils servent de code qui a déjà servi. Et... comme des développeurs normaux. Exactement. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après, mais du développeur, en gros, juste dans son garage ou qui fait ça juste comme ça existe. Il y en a très peu. Hein, la très grande majorité, pour parler comme dans 90 minutes l'enquête, là, on est sur de la moyenne délinquance organisée. Donc en fait, on n'est pas sur une majorité de petits caïds. Non, on est sur un crime organisé en majorité. Et donc c'est comme tout développeur, c'est-à-dire que derrière, faut tout s'imaginer. Faut s'imaginer qu'il y a le Jira ou l'équivalent, il y a le GitLab, il y a le CICD, etc. Et donc on prend tout développeur. Donc tout ça, ce sont des plateformes d'aide au développement et au déploiement. Voilà. Précise, c'est comme du développement logiciel classique. Et même quand on fait un peu de code, moi je suis pas développeur mais je fais un petit peu de code. Si je fais un CTRL A, supprimer, donc sélectionner tout, supprimer le code que je viens de coder, je le recoderai jamais exactement pareil. Par contre, la mécanique sera exactement la même. Et une fois comme des artisans, en fait, une fois qu'on a pris un coup de main, ce coup de main, on peut plus se le retirer. Et on en revient à notre discussion de tout à l'heure de Ghibli et de pattes artistiques. On est capable de lire ça. Au bout d'un moment, quand on a des codeurs de malware, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils codent dans des environnements très spéciaux. Oui, moi j'ai travaillé avec des reverseurs qui disaient ils leur avaient donné un surnom parce qu'on connaît pas leur nom, mais on est capable de lire ça. Là, tu parles de reverseur. Donc, en gros, ce que tu définis, la méthode que tu définis depuis un peu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle aussi un peu communément le reverse engineering, en fait. Pour rétro-ingénierie, ouais. En fait, un
un antivirus, premier antivirus, en fait, ont été créés par des boîtes de rétro-ingénierie. Donc, à qui on demandait, bah voilà, il faut que je trouve une méthode de désinfection. Donc, pour savoir comment désinfecter, ne serait-ce que désinstaller un logiciel. Combien dans les années 90, justement, on a galéré avec des logiciels qui se désinstallaient mal, parce que c'est très difficile. Enfin, c'est pas trivial. Donc là, on doit le faire sur un logiciel, en plus, qui a pas envie d'être désinstallé. Et donc, les reverse ingénieurs, en fait, du coup, ils cassaient le code pour tout vraiment recomprendre qu'est-ce que le code fait faire à la machine, à l'électronique, donc au disque dur, à la carte réseau, etc. Où est-ce qu'il va se planquer quand l'ordinateur est éteint. Et petit à petit, on s'est dit, mais en fait, c'est toujours la même chose. Enfin, je suis à l'usine. Donc en fait, je vais l'automatiser. Et c'est là où, au tout début des années 90, on n'avait pas d'antivirus, on avait les scanners, un pour trouver le virus, et ensuite on appliquait les removers qui nous désinstallaient. C'était 2 logiciels séparés. Et petit à petit, on les a mergés ensemble. Et en fait, durant le milieu des années 90, c'est là où justement l'apprentissage machine, donc le fameux machine learning, est arrivé. Et donc là, en fait, ils se sont dit, mais génial, je n'ai plus à casser à la main et à créer la signature à la main. C'est maintenant, en fait, je balance tous les logiciels malveillants qu'on trouve, ou suspects. Derrière, je prends tous les logiciels légitimes. Voilà, si on a un partenariat avec Microsoft, par exemple, dès qu'ils font une mise à jour sur le 632, sur n'importe quoi, voilà, on prend tout Softonic, on prend, etc. Et on a juste à regarder qu'est-ce qui est utilisé dans les logiciels malveillants et qui n'est pas utilisé dans les logiciels classiques, ou qui n'est pas utilisé par un comportement humain. Et donc c'est là où ça devient compliqué, c'est ça qui est très marrant de voir avec les codeurs de logiciels de virus, en gros débutants, c'est qu'ils vont essayer d'aller chercher des trucs, voilà, de faire de l'obfuscation, oui, sauf qu'un logiciel normal, il fait pas ça, donc ils comprennent pas. Ça marche quand l'antivirus, il est déconnecté, et puis il est envoyé une fois au cloud, 10 minutes plus tard, t'as la signature pour le monde entier. Mais en fait, non, c'est vraiment essayer de se dire, ok, il faut que je crée un logiciel qui ait l'air le plus légitime possible, voire le plus humain possible. Donc, c'est-à-dire, je vais ouvrir le lecteur CD. Donc, je vais balancer le signal, en fait, sur l'API, peu importe, derrière, que ce soit du Linux, etc. Tout ça interagit avec les API kernel. Je vais ouvrir un CD. Et puis, en fait, on se dit, alors, en machine learning, le CD, en fait, c'est l'humain qui l'ouvre. On le retrouve, une fois sur 1 milliard. Pas chez l'humain. Et donc, c'est d'aller triquer comme ça, et en fait, faut vraiment voir les antivirus comme des permis à points. Voilà, t'as des bons points, ouvrir le lecteur CD, bouger la souris un peu comme un humain, donc en fait pas en random, mais pas non plus de manière ultra carrée et super rapide. Donc il y a des mouvements d'accélération, etc. Et des mauvais points, lister tous les logiciels, l'arborescence, et appliquer un logiciel de chiffrement. Mais même ça, c'est pas facile. Parce que vous prenez BitLocker ou du VeraCrypt en libre, c'est exactement la même chose. C'est leur travail. Voilà, la malveillance, en fait, c'est la manière dont on utilise la chose. C'est assez rarement, en fait, dans le logiciel lui-même. Ok. Pardon, j'ai digressé. Oui, mais c'est, comme l'a dit Boki, c'est le podcast de la digression. Donc, on était dans ton parcours pro, on était arrêté à la fin de ton parcours scolaire avec ton projet de fin d'études. Ouais. Après... justement, en faisant ça, je me suis vraiment dit, ok, et j'ai toujours eu un petit peu ce côté-là. Moi, j'ai utilisé l'ordinateur pour jouer aux jeux vidéo et apprendre la géopolitique, par exemple. Pour faire des recherches sur Internet, pour en apprendre sur, faire un exposé ou une recherche même pour moi sur la Lune, sur les dauphins, sur la Norvège. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, j'ai toujours utilisé l'informatique pour autre chose, pas pour l'informatique elle-même. Et là, je me retrouvais à faire de la cyber, mais pour de la cyber. Donc, en fait, voilà, je vais mettre un pare-feu. Ici, il faut mettre des antivirus, il faut mettre du chiffrement. Et à la fin, justement, de ces études et de cet apprentissage, je me suis dit, ouais, mais ok, pourquoi? Et même au-delà, c'est contre qui? Et donc, j'ai commencé un métier qui débutait en France, qu'on appelle analyste de la menace. Où, en fait, c'est vraiment, justement, analyser les menaces et avec tout ce que ça recouvre. Donc soit les événements menaçants, donc les mails de phishing, les dénis de service, donc la cyberattaque, ou les humains, en fait. Donc j'ai rejoint là donc Airbus Defence and Space,
dans une équipe multidisciplinaire. Donc il y avait des gens qui faisaient du test d'intrusion, de la rétro-ingénierie, de la réponse à incident, de l'informatique au parquet, et voilà, on nous posait des problèmes et on y répondait. Alors. Et donc voilà, j'ai analysé du coup principalement après des piratages étatiques à but de cyberespionnage. Ok. Donc rétro-ingénierie, on a expliqué ce que c'était. Réponse à incident, ça peut être un petit peu réponse à inconnu incident, du grand public. En gros, c'est comme quand voilà, il y a le réseau qui est piraté. Donc on imagine, il y a les braqueurs de banque qui sont en cavale. Il faut leur courir après. La réponse à incident, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est être capable de voir qu'est-ce qui a été touché. Donc on va parler de périmètre de compromission. C'est la partie enquête. Ensuite, voilà, c'est une partie, c'est entre la partie collecte des traces, enquête, et en même temps un petit peu, on va dire, primo-intervenant, premier secours. Voilà, okay. C'est comment je essaye de remettre. Et ensuite, effectivement, il y a d'autres spécialistes où là, c'est vraiment s'assurer de la dépollution totale. Mais c'est, ouais, en fait, c'est sortir le réseau de la galère. Et là, quand on dit le réseau, c'est toute l'entreprise. Tu voulais préciser quelque chose? Ouais, je voulais intervenir par rapport à cette première expérience professionnelle où tu as été embauché en tant qu'analyste de la menace. Est-ce que ton profil était typique de ce qu'ils recherchaient, ou il y avait plusieurs types de profils différents pour être dans ce type de métier? Alors, il y avait plutôt un type, j'en faisais pas partie. C'était vraiment nouveau, ça demandait de l'investigation et ça demandait de s'intéresser aux humains derrière les logiciels malveillants. Là où effectivement, quand on arrivait en sécurité, à mon époque par exemple, tous ceux qui ont fait de la rétro-ingénierie chez moi sont passés à un moment ou à un autre par la scène démo, donc en fait en jeu vidéo là, quand on avait les démos et qu'on devait voilà peut-être éventuellement un peu jouer pour passer au jeu complet, il y en a beaucoup qui venaient de là en fait, et ils avaient appris en voulant débloquer leur jeu vidéo, en voulant tricher, cheater, mais sans utiliser les cheat codes. Et ça, la scène démo, hein, ce que tu décris, c'est qu'effectivement, très souvent dans les démos de jeux vidéo, il y avait bien plus que le seul niveau auquel on avait légalement accès, et que le jeu, finalement, c'était d'aller débloquer la totalité de ce qui était disponible physiquement sur le support. Donc il y a beaucoup des premiers analystes de logiciels malveillants et rétro-ingénieurs qui avaient commencé comme ça. Et moi non. Moi je suis à Civilisation. Mais du coup je me suis retrouvé avec des anciens policiers. Donc il y avait cette culture de l'enquête, dont certains ont ensuite appris l'informatique. Mais voilà, le but c'était d'aller traquer, de voir que derrière des 0 et des 1, c'était un humain en fait, c'était des empreintes de pas, et que nous on allait chasser l'humain en fait qui était derrière. Alors pas pour l'attraper parce qu'on l'attrapera jamais, mais pour plutôt essayer de comprendre c'est quoi sa motivation, parce que derrière ça peut déterminer est-ce qu'il va revenir, pas revenir, est-ce que quand on va commencer à nettoyer il va partir gentiment, voire il va tout balayer derrière lui, soit en fait il va mettre le feu, mode pyromate fou. Et donc en fait on devait essayer de comprendre ça au travers de toutes les, justement tu parlais de command line interface tout à l'heure, de toutes les commandes qu'il a tapées, essayer de voir quand est-ce qu'il a fait des erreurs, si à un moment tu fais jamais d'erreur ou tu fais jamais appel à l'history, donc en fait les commandes que t'as tapées avant, là on se dit ok, on est sur un automate, donc ça veut dire qu'il faut qu'on le trouve, et une fois qu'on aura vu le code de l'automate, on aura compris en fait. Donc en fait l'humain, ça veut dire que l'humain qui est derrière ne peut s'en tenir qu'aux capacités de l'automate, en gros du drone, il peut pas faire autre chose, ou alors faut pousser une mise à jour. Ok, donc faut peut-être qu'on cherche des logiciels de mise à jour. Donc c'était beaucoup d'hypothèses comme ça, et donc j'avais le profil parce qu'en fait j'étais curieux et que j'avais beaucoup lu justement sur les attaquants, et j'avais pas passé de temps. Moi je l'avais dit, moi ça m'intéresse pas en fait le code du logiciel malveillant, je veux savoir pourquoi il a été créé comme ça en fait. C'était plutôt un profil comme ça qui cherchait, mais il y avait pas de cursus vraiment. Il y a pas le cursus type pour arriver à être analyste de la menace quoi. À l'époque du moins.
Ouais, à l'époque. Et je vais te laisser continuer après parce que je veux pas trop plomber Non, mais il faut. Non, mais l'entretien. c'est intéressant. Quand tu as commencé à te présenter, j'ai un peu souri parce que je me suis dit, j'ai essayé de m'imaginer, on était à un entretien d'embauche et tu commençais à te vendre en parlant de tes études, puis tu étais un peu nonchalant, machin, tout ça. Tu en arrives quand même à avoir un cursus scolaire assez complet, voilà, parce que ingénieur, machin, tout ça, pas mal. C'était une volonté de ta part d'aller t'orienter sur un métier d'analyste de la menace ou on est venu te démarcher pour ça? Non. Clairement, en fait, j'avais lu des articles sur des premiers. Je crois qu'il était journaliste, mais enfin bon, je sais plus. Il y avait quelques journaux à l'époque et notamment plus des personnes. Donc de mémoire, c'était, je crois que c'était Jérôme Saez qui avait écrit un article justement en 2012-2013 sur voilà le nouveau métier, donc analyse de la menace, et c'est tombé à peu près pile poil sur un des grands événements majeurs pour nous, les analystes de la menace. Donc c'est un rapport de la menace qui s'appelle APT-1, donc en fait qui est d'une entreprise américaine sur en fait tout un service de renseignement chinois, où à partir des traces informatiques puis de Google Earth, ils ont réussi à tout retrouver, y compris des têtes des militaires en photo, parce que quand on parle de pirates depuis tout à l'heure, et notamment de pirates avancés, il y a tout un ensemble, en fait, faut voir que ce sont des fonctionnaires. Donc ils pointent au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, etc. Et donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'était les fuites d'Edward Snowden, où là, on comprenait qu'en fait, il y avait tout un système technologique américain où on en connaissait des bribes, mais on n'en avait jamais vraiment de preuves. Et là, en fait, on se rend compte de l'ampleur du truc, quoi. Et tout ça, ça s'est empilé. Donc c'est vraiment moi qui ai voulu faire ce métier. Et je voulais faire ce métier. J'avais postulé à d'autres formations, plus cyber. Au cas où je trouvais pas le boulot, en fait, j'aurais recontinué une année en école d'ingé ou ailleurs. Et après, 3 ans plus tard, ça m'a amené justement à faire un master en criminologie pour continuer à creuser. Ok, donc ouais, tu parlais d'un cursus scolaire relativement standard. On n'a pas la même notion du standard non plus. Hein. Après, c'est vrai que sur un métier qui était au moins au début, analyste de la menace, c'était pas quelque chose de courant qu'on trouvait dans les annonces d'emploi à l'époque, j'imagine. Ça restait quelque chose de très de naissant, ou en tout cas de ça très jeune. Ça existait, on appelait ça les veilleurs. Ouais. Veilleurs... cybercrime, analyse cybercrime à l'époque, mais il y avait beaucoup moins ce côté partir à la chasse en fait. Alors que aujourd'hui, je pense que si on recherche analyste SOC, parce que c'est à ça que ça... Donc ce sera encore différent. Non, c'est analyse de la menace. Analyste SOC, il peut y avoir de l'analyse de la menace à l'intérieur, mais analyse SOC en fait justement c'est on est en supervision. C'est un prestataire de service externe, ouais. Non, ou en interne. Moi, j'ai fait ça un peu justement en apprentissage quand ils ont basculé sur le côté cybersécurité. En fait, faut se dire, on est comme un peu des contrôleurs aériens. Donc, en fait, on a des radars et en fait, on a toutes les machines, notamment tous les outils de cybersécurité qui analysent pour nous ces fameux journaux de connexion, les journaux système et tout, pour éviter qu'on ait à le faire à la main, parce que quand on est sur des machines... des parcs déjà de plus d'une centaine de machines, c'est ingérable. Donc moi j'étais sur, je sais plus, on avait 300 000 machines, un truc comme ça, 20 000 serveurs. J'avais pas le faire à la main. Et donc en fait les machines nous le remontent et ça nous donne une interface où on a priorisé et derrière on doit dire ok, est-ce que c'est un faux positif ou pas. Donc un peu comme les centres d'appel à la police où ils disent voilà, est-ce que c'est une blague ou pas, est-ce que voilà, le 112, est-ce que c'est les pompiers, le SAMU, le machin. Donc ça c'était le premier niveau, donc ce qu'on va appeler analyste SOC niveau 1. Ouais, c'est d'ailleurs comme ça. Ouais, analyste SOC niveau 2, c'est une fois que c'est qualifié où effectivement c'est pas un faux positif, on vient qualifier l'incident. Et à partir de là, soit c'est rapide, donc c'est un petit peu comme du helpdesk informatique, assistance soit c'est trivial, et dans ce cas-là, on peut aller corriger, soit c'est moins trivial, peut-être parce que justement l'alerte, ça fait 3 fois qu'on vient de la voir dans la semaine, et là on se dit ok, c'est pas un événement, c'est un incident. Donc en fait, ça fait partie d'un ensemble plus gros d'incidents. Et donc là, on passe en général vers l'analyse SOC niveau 3 qui va gérer de la campagne, où c'est un ensemble d'incidents qui en fait sont liés entre eux. Ok. C'est super formateur comme. C'était ton parcours chez Airbus, on était arrêté chez Airbus. Hein. Ouais, Airbus. Donc au bout de 2 ans, j'ai voulu changer. Donc un peu, un peu la bougeotte. Donc on se dit oh là là,
ces grosses entreprises, ça avance pas assez vite, il y a jamais de moyens et tout. Donc je suis parti dans une petite boîte qui passait de la boîte de conseil, donc plutôt analyse de risque et conformité, vers voilà quelque chose d'un peu plus cyber avec un produit. Donc j'ai rejoint leur équipe de réponse à incidents et pour notamment renforcer cette partie analyse de la menace qu'ils avaient pas. Donc c'était très intéressant. Je pense que pour l'enjeu, il était beaucoup plus business en fait. Voilà, réussir à le vendre parce que là, j'étais plus en équipe interne, j'étais vers l'externe. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'étais pas mature à l'époque. Donc au bout de 2 ans, j'ai refait pareil. Je fais oh là là, ces petites structures, il y a jamais d'argent, c'est lent. Et il y avait une offre qui est passée, donc je commençais à postuler, donc vraiment beaucoup plus sur des boulots vraiment de chasseurs, mais à grande échelle. Donc chez des gens qui ont beaucoup de journaux. On appelle ça la télémétrie. Chez nous, la télémétrie, c'est l'or. Et donc j'ai postulé à quelques antivirus, donc, dont justement Kaspersky. Et le côté où justement j'étais pas trop technique leur a bien plu, où je voyais les incidents de manière différente, ça leur a bien plu. Et à partir de là, en fait, une fois que j'y étais, alors c'était super intéressant, c'était des niveaux techniques, voilà. Alors là, il faut imaginer que les casseurs de code chez eux, c'est pas ceux que tu rencontres tous les jours. Ouais, c'est des brutes les mecs. Ouais, je sais même plus si ce sont des hommes ou des machines. Enfin, voilà, on a dépassé le. Eux non plus ne le savent pas. Voilà, on arrive là où moi j'avais une vision un peu naïve encore des antivirus. Mais là, je me rends compte que c'est des trucs incroyables où en fait, donc nous, alors l'équipe que j'ai rejoint, justement, on était 40 chercheurs, 30 nationalités réparties dans 25 pays dans le monde, un truc comme ça. Et en fait, on ne traitait que les attaques sophistiquées, alors ce qu'on appelle APT. Mais vraiment, en général, ça va être des États derrière. Ils vont chercher à faire du sabotage ou de l'espionnage. C'est vraiment des piratages où les gens, ils ont pris le temps d'étudier la personne qui veulent pirater, y compris leurs moyens de sécurité. Et donc, faut imaginer qu'ils ont recréé dans une ferme de VM, dans leur réseau de pirates à eux, des mini-environnements de sécurité. Ils ont installé les mêmes antivirus, etc. Et en fait, ils s'entraînent à contourner vraiment les mécanismes de défense qu'ils vont retrouver une fois chez la cible, chez laquelle ils ont pas le choix. C'est eux qui doivent rentrer. Dans Ocean's Eleven, où ils refont la totalité Exactement. de la banque pour s'entraîner, quoi. Ouais, voilà, exactement. Le plus connu, Stuxnet, ils ont refait des équivalents. Je n'osais pas en parler. Je peux en parler pendant des heures, ça a été traité lentement, mais on en a parlé ensemble. Exactement, il y a et je plein de pense choses qui sont passées sous le radar. On pourra le faire à l'occasion d'une autre venue pour en parler, ouais. Mais en gros, nous, on avait Kaspersky, faut s'imaginer, c'est énorme. Je crois que c'était 300 millions de logiciels installés. Donc en fait, pour nous, c'est que source de données. Et on est arrivé en fait sur tout ce qui était soit pas détecté par les antivirus, mais qui était un peu suspicieux. Ou alors pour nous, la poule aux œufs d'or, c'est là où t'as chopé le lapin là avec ton piège en forêt, c'est la quarantaine. La quarantaine arrive. Enfin, c'est de l'or en barre là, les quarantaines antivirus quand il y en a encore. Maintenant, ils le laissent plus trop, justement, ils rapatrient. Mais c'est là où, en fait, il y a le truc qui est assez malveillant pour qu'on dise, oula, je te mets en pause le processus sur ton ordinateur, mais pas assez pour qu'on le désinstalle pas, au cas où. Bon, voilà, c'est là où il y a des jolies bestioles. C'est le monde de Narnia. Et voilà. Et en fait, après quelques temps, je me suis dit, mais techniquement, en fait, j'apporte rien, je servirai à rien. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que chacun bossait un peu en silo. Donc, il y en avait un qui était spécialiste de tel logiciel malveillant, de tel gouvernement. Il y en a un autre, il était spécialiste de toutes les attaques que son pays se prenait sur la tête. C'était très siloté. Après, à partir du moment où tu arrives à des niveaux de technicité tels, il n'y a pas le choix. Si tu veux être efficace, il faut forcément faut se spécialiser. Et puis, voilà. Et en fait, moi, je me suis dit, mais moi qui ai la vision très... justement attaquant et si j'ai été un attaquant, comment je ferais les choses, etc. Donc vraiment le côté opérationnel, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, ils bossent sur les mêmes, mais ils le savent pas, en fait. Ah oui. Et donc là, moi, je suis, plutôt que de faire de la cyber, j'ai fait du dev et de la science de données, donc j'ai créé un pré-chat GPT, donc je me suis dit, en fait, je vais prendre tous les rapports privés et tous leurs, les notes d'enquête qu'ils ont, et je vais analyser ça, parce que le problème c'est quand on écrit en humain, des fois le contrôle F il marche pas, donc il peut y en avoir un qui dit contrôle F c'est la recherche, hein. Ouais, le contrôle F, rechercher ou rechercher un mot-clé, des fois ça marche pas, parce qu'il y en a un qui peut décrire l'attaque en disant l'attaque a commencé par un mail avec une pièce jointe
où il y avait une macro malveillante, et un autre dire l'attaque a commencé par un spear phishing, en gros un mail de phishing ciblé. Ah ouais, mais si on cherche le mot-clé, on le retrouvera jamais, on sera pas capable de faire le recoupement dans l'enquête. Et oui. Et donc moi je me suis dit, il faut interpréter ça, le normaliser. Et donc, voilà, j'ai créé un système du coup, qui faisait ce qu'on appelait du NLP à l'époque. Natural Language Processing. Donc c'est la partie en fait où on part du texte humain jusqu'à le coder dans les fameuses statistiques là des LLM aujourd'hui. En fait, le côté LLM, les IA génératives, les étiquettes, les labels, etc., les tokens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les NLG, Natural Language Generation. Il y a un côté où on monte, en gros, la pyramide, on repart de l'humain, des syllabes, etc., vers un langage informatique, et le NLG, c'est l'informatique vers le langage humain. Et donc du coup ils ont pas trop kiffé parce que je faisais pas de la cyber. Donc à un moment on va dire qu'on s'est dit gentiment au revoir. Mais je croyais tellement dans le projet que j'ai créé ma première boîte, donc Ronintel, où je faisais moitié du conseil, typiquement l'analyse de la menace, donc soit pour des cabinets de conseil en stratégie. Donc c'était des gens qui intervenaient plutôt sur de la gestion des risques, protection VIP, introduction d'une nouvelle usine dans un nouveau pays, participation à un salon un peu sensible, genre je sais pas, Milipol, Eurosatori, des trucs comme ça. Du coup, il y a toujours un côté cyber maintenant. Ce que tu fais du coup dans la première boîte que tu as montée, est-ce que ça ressemblait un peu à ce que tu avais fait dans la start-up avant d'aller chez Kaspersky ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je pensais qu'il y avait une dimension conseil justement là où tu étais avant dans la start-up. Ouais, il y avait une dimension conseil. Et maintenant justement ils ont créé un gros produit, donc c'est Sequoia. Maintenant ils sont surtout connus pour avoir une plateforme justement d'aide au SOC qu'on a parlé tout à l'heure, donc d'aide à la supervision, à la détection via l'analyse de la menace. Mais ça pour le coup c'est un autre collègue qui est un ancien d'Airbus également, qui a pris cette partie produit. Moi j'étais vraiment que sur de l'analytique pure. D'accord. Donc il n'y avait pas le conseil de ton côté, toi c'était juste le savoir-faire technique en termes d'analyse. Ouais, voilà, c'était ça. C'était plutôt support à la réponse à un incident. Et donc en fait la startup est partie sur la création d'un produit. J'avais pas la vision en fait pour aller vers ce truc-là. Par contre, partir de l'analyse humaine, enfin où il y a des humains, vraiment des spécialistes, des monstres qui sont capables de produire tout ça, et déjà de le mettre dans une phrase avec sujet, verbe, complément. Ouais, ça il faut l'exploiter en fait. Et moi je voyais qu'on l'exploitait juste sous forme au final de contenu marketing. Voilà, c'était sur un blog. Oh là là, c'est super, ils sont super forts. S'ils sont super forts, leurs produits doivent être super forts. Et que au final, on n'aidait pas la société. Alors c'est faux pour mes collègues puisqu'ils participent directement à renforcer les moteurs antivirus, mais voilà, il y avait un potentiel en fait de génie et d'intelligence humaine qui était inexploité, quoi. Donc c'était ça l'idée à la base. Et voilà. Et puis ensuite, X-Rator, où j'ai rencontré mes deux autres barons. Ok, donc peut-être en parler. X-Rator, c'est ton présent, ça, on va dire. Ouais, voilà. Du coup là, c'est le présent. J'ai aussi une activité où je suis enseignant en école d'ingénieur à Vannes, à l'NCBS. Un côté dans l'entrepreneur, un côté dans l'académique. Et ouais, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment l'anticipation, en fait. Tout ce qu'on peut faire avant qu'un attaquant mette un pied dans le réseau. Donc durcir les systèmes, renforcer les configurations, boucher les vulnérabilités, vraiment tout ça. Alors quand on lit un petit peu tes fiches, enfin tout ce qui est public relatif à l'entreprise, je lisais que Ronintel était intégré du coup en partie à X-Rator. Ce que tu disais, c'est que ça allait au-delà de ça. Alors là, bon, encore une fois, nos auditeurs ne peuvent pas profiter du visuel, mais t'as des jolies affiches autour de toi. Et donc le slogan de X-Rator, c'est quoi? C'est Conquer Your Risk. Voilà. Donc c'est partez à la conquête de votre risque. Déjà, risque, ça dépasse la sécurité. La sécurité, c'est vu un petit peu comme un absolu. Nous, en gros, on se dit, le but, c'est pas d'éviter les balles, c'est qu'on nous tire dessus et qu'on est pas mal. On continue, en fait. Donc c'est vraiment, protéger ce qui doit être protégé, surveiller ce qui doit être surveillé, mettre de l'humain là où on doit mettre de l'humain, automatiser où on peut automatiser. Donc c'est vraiment un pragmatisme en fait qui est pas toujours courant dans le côté technicien, où le côté technicien justement c'est il faut que ce soit absolument parfait, il faut que la configuration soit à l'état de l'art maximal, il faut des clés de chiffrement voilà. Là en fait on se dit écoute, si mon message il doit être secret pendant 2 minutes, je mets un mot de passe de 3 caractères et en fait ça suffit parce que
le temps de le craquer, même si ça prend 5 secondes, bah en fait l'information elle est déjà obsolète. Donc c'est vraiment cette approche-là, et partir à la conquête, bah c'est justement ce côté fataliste. En fait aujourd'hui on nous dit bah aujourd'hui tu veux être en cybersécurité, bah prends un antivirus. Je vous l'ai dit, un antivirus pour qu'il fonctionne, il faut que le virus ait déjà passé la barrière de chez toi et commence à vouloir s'installer chez toi. Tu seras forcément en réaction. Voilà. Donc on dit on protège, de manière proactive on détruit les virus. Oui, mais en fait il est déjà arrivé jusqu'à toi, donc il y a déjà un problème. En fait, il y a déjà un trou dans la clôture. Voilà, tout ce qui est firewall. En gros, tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est beaucoup de la réaction. En fait, c'est de l'extinction de feu. Alors que on s'en parlait des bonnes pratiques, oui, il faut les bonnes pratiques. Changer son mot de passe régulièrement. Il y a des débats de plus en plus sur les changements de mot de passe. En fait, c'est très complexe. Je te tendais une perche. Je sais plus si on en a discuté quand on s'est croisés, mais faut faire un épisode complet sur les mots de passe. C'est une c'est aujourd'hui on en est à recommander, bah du coup à avoir des phrases de passe, donc en fait des choses qu'on se rappelle un petit peu tous les jours. Et l'ANSSI revient sur ce changement de mot de passe tous les 6 mois. Et puis bah en fait pour certains mots de passe administrateurs, voilà, où bah par exemple vous avez créé une phrase, donc une phrase ça peut être un poème quoi. Là, vous imaginez le nombre de caractères spéciaux, de capitales, voilà. Bah en fait, et malgré le truc il fasse une 60aine de caractères assez facilement, ouais. Ah ouais, facilement. Même poème, poème, on est. On a bien plus que ça, mais sur les générateurs de mots de passe que j'utilise, il y a des fois où je suis bloqué. Parce qu'il y avait un souci avec donc le bcrypt, qui est un des algorithmes de chiffrement, qui au-delà de 20 caractères posait des problèmes. Et donc on a certains sites qui te disent bah, ton mot de passe fera entre 8 et 20 caractères. Et 20 caractères. Et t'es là avec ta passe-phrase qui fait 60-70 caractères, et tu peux pas l'installer. Ouais, mais après, si c'est un compte qui est pas important, on a plus des comptes un petit peu jetables sur des sites à la con, c'est pas grave, hein. Oui, effectivement. Si tant est que t'as pas le même mot de passe partout. Oui, et ensuite, mais voilà, les mots de passe administrateurs, par exemple, bah quand t'as un truc où effectivement c'est un poème, ça c'est des choses que j'ai déjà vues, hein. Donc en fait, le poème, c'est nous qui l'écrivons, on est ensemble, on est l'équipe, et puis ensuite c'est sur un papier, c'est mis au coffre, personne s'en rappelle, parce qu'en fait ce compte, on n'a jamais à y accéder, quasiment jamais, ou alors c'est très grave. Et ben en fait le changer tous les 6 mois c'est une horreur. Ah ouais, complètement. Enfin, et ça ne sert à rien, et ça ne protège contre rien. Et ça entraîne des mauvaises pratiques pour justement remettre le curseur un petit peu du côté facilité et du coup l'éloigner du côté sécurité. Et les gens, ça finit sur un post-it ou marqué en dur sur le tableau. Au lieu que le mot de passe était dans le coffre-fort, hein, si on devait le changer tous les 3 mois par exemple, on aurait eu la flemme. Enfin, le chef aura eu la flemme à un moment de nous le déverrouiller. Et en fait, on l'a tous mis en post-it. Soit tu dégrades la longueur de la chaîne et tu fais un truc qui se retient facilement, soit tu l'écris à un endroit qui est beaucoup moins inaccessible. Non, le mot de passe, c'est un sujet à part. C'est vrai. Note Boki, épisode 72, saison 48. Il y a beaucoup de choses à dire sur les politiques de mots de passe. Il y a même de sécurité à tous les étages. Hein. Dans le monde pro, Ouais, on en a un peu parlé. Moi, je suis dans un centre de formation où en fait, les pires élèves, c'est pas les apprenants, en fait. C'est plus côté formation, administration, quoi. Ouais, mais ça fait partie de l'approche, on va dire, par les risques, où effectivement, on a eu des clients, on arrive, et puis on demande, ok, c'est quoi le truc qui vous fait le plus peur? Et là, le directeur, il fait, cyberespionnage. Je me dis, ah bon? On est content, hein, mais, c'est en haut. Mais c'est en haut, quoi. Ouais, effectivement, parce que en général, là, en ce moment, on nous parle plus des rançongiciels, donc les virus, là, qui chiffrent tout et qui bloquent tout. Il me fait, ah non, ça va. Là, du coup, on tique. On dit, c'est-à-dire, quand même, vous savez, ils peuvent rentrer, etc. Donc, ah non, mais on dit pas qu'ils rentrent pas. On dit juste que ça nous fait pas de mal. En fait, non, mais ils rentrent tout le temps. Nous, on en a une matinée au moins. Là, ce matin, on en a eu encore un. Dans 2 jours, on en aura un autre. Mais en fait, parce qu'en fait, ils se sont dit, ok, donc ils ont des usines et les ingénieurs de prod, ils peuvent pas faire autrement. Enfin, si, mais ce serait ultra galère. Et donc, en fait, nous, pour nos raisons de sécurité, ou alors parce qu'on n'a pas envie de mettre tout un ensemble de barrières, tout un ensemble de backup à chaud. De sauvegarde à chaud, etc. Parce qu'on n'a pas envie de leur créer toutes les dispositions du système d'information qui
peuvent leur permettre en fait d'éviter de rajouter 2 heures dans leur processus vraiment d'usinage. Là c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tous les moyens, ils ont tout réfléchi, etc. Et puis du coup ils passent de la machine à l'usinage avec des clés USB. Des fois, oui, il y a un ransomware parce que voilà, c'est la clé de la maison. Stuxnet, c'était ça. Hein. C'était en partie, pour la propagation. C'est ça, pour la propagation. Vecteur initial, je sais toujours pas. Mais là, en fait, effectivement, ils se sont dit, ok, de toute façon, on luttera pas. Mais comment on fait dans un environnement où de toute façon on va se prendre la bastos, quoi. Et ça c'était très intéressant, quoi. Et effectivement, j'ai travaillé dans d'autres environnements où il y avait des chercheurs ou de l'administratif, des fois avec des VIP ou voilà une certaine posture, une certaine catégorie sociale. Tu les feras pas changer. Ok, c'est à toi de faire en sorte qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font comme ils le font, en faisant les bêtises qu'ils font, mais que derrière il y ait aucun impact en fait sur le système d'information. Ok, écoute, merci Ronan pour cette belle histoire et ce parcours que tu viens de nous décrire. Ouais, c'était super intéressant. Et tout ce qu'il y avait autour qui l'était pas moins. Hein. On retiendra quand même le côté un petit peu, je vais pas dire usurpé de la personne qui a fait le cursus classique pour être dans la cyber. C'est quand même assez intéressant parce que, côté scolaire et même côté pro, où tu as quand même eu des expériences quand même très variées sur ce que tu as pu faire. Donc c'est pas dire c'est mieux ou c'est pas bien, c'est quand même très intéressant. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être mal présenté la chose concernant le parcours de Ronan, mais en fait le moment où je me suis dit, ok, là ça a de l'intérêt au niveau du podcast, ça peut apporter quelque chose de vraiment très intéressant, c'est la niche dans laquelle tu as pu exercer, et tu l'as décrite tout à l'heure, hein, que ce soit chez Airbus, chez Kaspersky, ou encore plus récemment avec ton entreprise. C'était ça, en fait, c'était essayer de faire toucher du doigt le grand public qu'il y a des métiers qui existent dont on n'a absolument pas idée, en fait. Alors, des fois, on entend parler, hein, analyse de la menace. Peut-être que c'est quelque chose de lointain, mais on a peut-être entendu parler vaguement. La cybersécurité, tu le disais, Boki, c'est quelque chose de très présent dans les médias. Et je trouvais que c'était intéressant, justement, de faire un point sur concrètement ce qu'était le métier des gens qui étaient dans ce milieu. Ouais, un des métiers. Un des métiers, oui. Eh oui. Ok. Écoute, on va continuer. Si tu devais décrire ton premier rapport à la tech, est-ce que tu te souviens à quel moment t'as accroché dans ce monde de la tech? On parlait des premiers PC tout à l'heure avec Boki. Ouais, j'ai un vieux flash en fait où je suis en train de taper sur le Minitel et je sais pas pourquoi ça me fascinait alors que la prise... Il était éteint. La prise téléphonique était retirée effectivement pour éviter que je crame la facture. Mais par contre je tapais à l'écran, voilà, et puis c'était très... En plus, c'était un fond noir, écriture vert, on était vraiment à la matrice avant le film. Le rêve de tout barbu linuxien, libriste, intégriste, ouais. Et ouais, je pense que ça a été ce premier rapport-là, et puis ensuite, en fait, j'en ai fait un outil, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu la première connexion Internet, alors j'ai eu la chance d'avoir un de mes parents qui bossait pour un fournisseur d'accès Internet. Donc très rapidement, j'ai eu le 64K, le Numéris. Donc ça patatait. Et là, en fait, je me suis retrouvé à ne plus être dépendant des horaires de la bibliothèque ou de la médiathèque, que ce soit pour les jeux vidéo, pour la culture, pour les questions qui te traversent l'esprit quand t'es gosse. Et c'est ce premier rapport, en fait. C'était un peu comme un cheval ou un premier scooter ou n'importe quoi. Voilà, moi, ça a été vraiment l'ordinateur. Il m'a emmené, il m'a fait faire le tour du monde 15 000 fois, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis là concernant le fait que ce soit un outil. Moi, assez régulièrement, on me reprochait d'être tout le temps devant l'ordi. Je pense qu'aujourd'hui encore, je me l'entends dire souvent. En fait, c'est juste un moyen d'accéder à quelque chose ou de réaliser quelque chose. De la même manière, je sais pas, c'est comme si on disait, tu respires tout le temps. Oui, mais
En fait, c'est pas le fait de respirer qui définit l'action. Enfin, donc ouais, c'est vraiment cette idée de l'outil. Je trouve ça très 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 intéressant. Ok, bah merci pour cette réponse ton premier rapport à la tech. Et finalement, à quel moment tu t'es dit ça va devenir mon métier, je vais en faire mon métier? Je pense qu'en fait, ça a été très tard. Alors après, j'ai voulu faire plein de métiers, peut-être après comme beaucoup de gosses. Mais ça a été très tard parce que moi à côté donc je passais mon temps dans les écrans ou derrière je faisais du sport, beaucoup de sport en compète. J'étais dans la campagne donc comme on dit périurbain. En tout cas avec beaucoup de nature et je me voyais pas moi la ville de 200 000 habitants, c'était New York quoi. Et je me voyais pas faire ça, donc je m'orientais plus vers des métiers on va dire de terrain, d'action, etc. Et au final, une chose en entrant une autre, j'ai fait un peu les études, j'y arrivais, on me demandait de le faire, c'était intéressant. Mais même déjà dès le début de l'apprentissage, là quand j'ai fait en DUT, ce que je faisais c'était du diagnostic, donc c'était déjà un petit côté enquête. Donc derrière, à la limite, on m'aurait demandé de faire la même chose sur, j'en sais rien, de l'horticulture ou en tant qu'aide-soignant, j'aurais fait la même chose. Je sais pas, il y a peut-être quelques cours d'informatique et ensuite des moments dans ma carrière où j'ai j'ai codé plutôt, où j'ai eu des déclics, où vraiment je me suis dit mais cette capacité que l'on a en fait à créer et très vite à voir son œuvre. Mais très honnêtement, je ne sais pas si j'ai jamais eu un déclic pour bosser dans l'informatique et moi c'était une pente douce Ouais, je me définis pas comme bosser dans l'informatique en fait. Je fais de ça reste vraiment un outil au final. Ouais, maintenant c'est plus un terrain. C'est-à-dire que je fais de la sécurité, je fais de l'analyse de risque, je fais de la simulation d'intrusion dans un terrain qui est virtuel. Et est-ce que tu pourrais concevoir d'utiliser ton expertise dans un autre domaine que le numérique, par exemple, je sais pas, sécuriser un établissement, autrement que par le prisme du numérique? Ça m'intéresserait beaucoup. Je sais pas si le passage est aussi simple que ça. Non, bien sûr, il y aurait l'apprentissage de toutes les choses techniques qui sont liées à ce nouveau terrain. Métier, mais je parle de la partie analyse, réflexion, elle serait peut-être transposable, tout aussi intéressante que dans le numérique. Ouais. Non, mais par exemple, dans ma boîte, là, X-Writer, quand même 3Teco, c'est une boîte, elle doit faire du chiffre, quoi. Enfin, c'est commercial à la base. Donc on a dû se répartir les tâches. C'est vrai que la partie commerciale, j'y arrive pas du tout. J'ai essayé, c'est dur. Mais par contre, la partie marketing, donc on voit de loin comme en fait c'est la com, c'est mettre les bons mots, etc. Mais en fait il y a l'étude de marché avant pour arriver à ces bons mots, c'est qu'ils résonnent chez toi. Ça veut dire que je t'ai identifié mais sans jamais t'avoir vu ni te connaître. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais le marketing, l'analyse marketing, c'est comme de l'analyse de la menace, sauf que là, j'ai plus des pirates, j'ai des concurrents. Donc là, par exemple, c'est un endroit où ça a été très fluide, très naturel. Et après, je pense que dans d'autres domaines d'application, je pourrais peut-être avoir un œil particulier, mais en tout cas, je serais pas décisif ou fiable. Je pourrais éventuellement être décisif sur, je sais pas, des trucs dans des moments de blocage, mais pas le faire tous les jours, en fait. Oui, et aussi parce que tu n'aurais pas la même expertise sur ce terrain-là, bien sûr, c'est normal. Ok, très bien, merci Ronan. Eh ben écoute, on va se diriger vers les actus des uns et des autres. Qu'est-ce que tu as de beau sur le feu en ce moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ou ailleurs, Ronan? Je pense que le plus simple, c'est via mon LinkedIn. Donc je suis facilement trouvable, etc. Vous pouvez me suivre et puis je fais des petits articles de temps en temps. Ensuite, il y a le site de notre entreprise, donc xrator.com. On a un petit blog. Il est plutôt orienté non technique, managérial. Justement, on essaye de creuser concrètement en fait comment on peut passer un peu ce plafond de verre technique pour être vraiment utile au métier, aux managers, etc. Comment on parle cyber sans parler cyber, en parlant avec un directeur commercial par exemple. Et sinon on a un autre média d'entreprise donc qui est lié mais séparé, donc c'est Conquer Your Risk avec des tirets .com, où là c'est plus des nouvelles et moi les articles que j'écris c'est vraiment réfléchir
Alors là, pour le coup, c'est un petit peu avancé. Des fois, c'est un petit peu hollywoodien ou conceptuel sur l'analyse de la menace. Donc là, je suis en train de travailler sur un papier où c'est les attaquants qui attaquent les attaquants pour leur voler pour en voler, fait ouais. le résultat Et oui. de leur vol. Et comme ça, en fait, ils attaquent jamais la victime Ouais, directe. effectivement. Ils laissent jamais de traces. Mm. Et donc en fait se pose la question quand on s'est fait aspirer des données, bah oui, mais par qui en fait, et jusqu'où elles vont se diffuser. Donc voilà, donc c'est des réflexions qu'on voit nous en analyse de la menace, qu'on a déjà traité, mais qu'on ne retrouve pas en fait dans les outils de gestion des risques par exemple. Ce genre de cas en fait on n'arrive pas à les retrouver. Donc voilà, c'est assez réflexif. Faut peut-être un peu se poser, mais voilà, c'est de... Ok. Eh ben, impeccable. Merci pour ces Et puis si vous voulez une démo de mon outil, pareil, vous voyez un petit message et on organisera ça. Ouais, de toute manière, tout est accessible depuis ton LinkedIn. Hein, oui. Ouais. Quand j'ai préparé l'émission, parce que on a préparé l'émission, il faut le dire. Presque tout. Effectivement, ouais, on retrouve ton site Xrator et les blogs que tu as mentionné depuis ton profil LinkedIn. Boki, où est-ce qu'on peut te retrouver ce mois-ci ? Qu'est-ce que tu nous proposes de beau ? Alors ce mois-ci, on peut me retrouver un peu sur les internets comme d'habitude, Super Boki. Le Discord. Le Discord, la chaîne YouTube, hein, toujours en vie, et du contenu qui arrive. J'ai enfin reçu du matériel que j'attendais depuis plusieurs mois de la part d'Unred. Ils m'ont envoyé le LinkStation N2, donc c'est un partenariat qu'ils ont avec une marque qui permet d'avoir un NAS full NVMe assez sympa. J'en dis pas plus, mais c'est intéressant si vous êtes un peu des aficionados du self-hosting. Donc je vais en parler dans une vidéo. Ça y est, on relance enfin la machine. Il y a un peu plus de temps maintenant de mon côté. Et puis voilà. Toujours pas de point Free Pro bonne nouvelle pour le moment, on verra ça le mois prochain. J'ai pas osé te relancer. Et toi Néo, alors, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors moi, toujours sur Mastodon, hein, le réseau libre et enfin, surtout décentralisé. Le réseau oublié ? Ouais, alors ouais, effectivement. Enfin, oublié, non, je peux pas te laisser dire ça, mais c'est vrai qu'il y a moins de mouvements que sur Twitter, enfin X, effectivement. J'en profite pour m'abonner à des comptes très intéressants. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Baptiste qui a fait une appli qui s'appelle 1-2 Train qui se propose... Ah ouais, alors vous lui demanderez pour la recherche de nom, mais c'est une appli qui se propose de... Donc quand je parle d'appli, c'est un site web, hein, qui se propose de faire un truc qui est génial, c'est de réserver des billets de train. Et en fait... ne faire que réserver des billets de train et non pas essayer de vous refourguer une location de voiture, une location d'hôtel, de savoir si vous voulez acheter ceci ou cela, comme sur le site de réservation de l'entreprise qui fait rouler les trains. Voilà, 1-2 trains. Et c'est pas ma recommandation, hein, c'est juste l'actu. Ah oui. Mais on va y venir aux recommandations. Je vais, par politesse, demander à Ronan, est-ce que tu as des recommandations, enfin une recommandation pour cette émission, qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs ? En lien avec le numérique ou non d'ailleurs. Ouais. J'aime bien recommander, la première fois toujours un peu la même chose. Donc en fait c'est un livre qui a été écrit à la fin des années 50 par le mathématicien Norbert Wiener, donc, qui est un des pères fondateurs de la cybernétique. Le bouquin, alors il en a écrit plusieurs, faut pas se tromper parce que sinon c'est plein de formules de maths et ça va à la tête. Donc son bouquin c'est Cybernétique et société, l'usage humain de l'être humain. Donc en fait c'est une réflexion donc dès les années 50 sur en fait tout ce que la cybernétique va apporter à la société. Et en fait pour les gens qui connaissent pas, la cybernétique c'était une science qui a été tellement énorme qu'après elle a été scindée en plusieurs domaines scientifiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y avait l'informatique, les télécoms, tout ce qui est automatisation, robotisation, l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Et donc en fait dès cette époque-là il parle de la société comme s'il disait en fait c'est demain, sauf qu'il a écrit dans les années 50 et ça résonne énormément aujourd'hui. Où clairement sans vous spoiler, il dit en fait voilà, toute société moderne aujourd'hui le problème numéro 1 c'est le chômage de masse. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment on en est arrivé là aussi avec une réflexion sur la marche technologique. Et donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, c'est très actuel, c'est un mathématicien
mais qui parle le langage de la société. Et moi, je l'ai vraiment lu comme du petit lait. Et beaucoup plus que... Il y a certains, je vais pas les citer du coup, mais des auteurs un petit peu à la mode qui nous ont écrit des histoires sur Homo sapiens, voilà, les théories de la connaissance, etc. Ça résonne très bien dans nos têtes, mais en fait, ça a été créé pour. Et donc voilà, c'est un bouquin 100% pur beurre des années 50 et en fait qui vaut tous les philosophes sur les plateaux télé d'aujourd'hui. Norbert Wiener, L'usage de l'humain par l'être humain. On le mettra en description. Ouais. Boki, une petite recommandation ce mois-ci ? Oui, j'espère que je l'ai pas fait le mois dernier, hein, mais C'est le podcast qui recycle. j'en ai parlé un peu sur le Discord. J'ai un ami qui a lancé une application pour enfants. Je suis papa, mais je ne suis pas pro-écran pour les enfants. Mais je peux entendre que passé un certain âge, on peut avoir un temps d'écran maîtrisé. Je peux entendre ça. Et le parti pris de cet ami, c'était de proposer un contenu où l'enfant serait le héros de sa propre histoire. Donc c'est un personnage modélisé, c'est pas quelque chose qui est fait par IA, c'est fait par des graphistes. L'enfant peut créer son propre avatar, et en fait il devient le héros de ses propres histoires. L'application s'appelle Story, c'est disponible sur smartphone, tablette. Des histoires originales, il y a une version gratuite où on peut tester, je crois il y a 1 ou 2 histoires. Et en fait après le modèle économique, c'est en gros vous achetez de nouvelles histoires si vous le souhaitez. Et je trouvais ça plutôt cool que ça faisait un côté un peu partage parents-enfants. Le temps d'écran est maîtrisé, le contenu est pensé et réfléchi pour l'audience. Je trouvais ça mieux que de filer une tablette à un gamin avec YouTube Kids par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc même si je suis pas pro-écran pour les enfants, pour des raisons voilà, qui me regardent, je trouve que cette initiative, elle est bien pour créer peut-être quelque chose d'accessible et de ludique pour l'enfant. Donc voilà, ça s'appelle Story. Effectivement, j'avais vu passer ça sur le Discord. Merci beaucoup. Et ben moi, me concernant, on a parlé tout à l'heure de souveraineté, notamment dans les distributions, dans les systèmes d'exploitation. Et ben il se trouve que ce mois-ci est sortie la version alpha de GLF OS. Donc GLF pour Gaming Linux France et OS pour Operating System. Et donc ils ont sorti, alors je les ai connus sur Discord, c'est VinceFF qui a une chaîne YouTube et qui a donc un Discord dédié au gaming sous Linux. Et avec sa petite équipe, ils se sont lancés un très très beau challenge qui est de sortir une distribution Linux orientée gaming, clé en main, francophone. Et donc ils sont basés sur NixOS, qui est une distribution assez atypique. Souvent on entend parler de Ubuntu, Linux Mint, Debian pour toute la branche Deb, éventuellement Fedora pour quelques barbus. Et là, NixOS est encore à part. C'est un fonctionnement assez particulier, mais là, c'est clé en main. Tu installes, tu as un marché d'applications comme sur un smartphone finalement. Par défaut, ta bibliothèque Steam, l'application Steam qui est installée, la possibilité de jouer aux jeux des autres plateformes, que ce soit Epic Games Launcher, Ubisoft, GOG, EA. Enfin, c'est assez très très orienté gaming. Ouais. Et la question, est-ce que c'est vraiment clé en main ? Alors je l'ai testé, je l'ai installé hier soir à l'arrache en rentrant parce que j'avais pas eu accès à mon poste, à ma tour gaming, et je voulais l'installer non pas dans une VM mais vraiment en config réaliste, réel. Oui, c'est clé en main pour le coup. Alors là pour l'alpha, il manque encore des trucs. On n'est pas encore sur une release, sur une sortie en version 1.0, mais c'est clé en main. À partir du moment où tu arrives à démarrer ton ordi sur une clé USB avec la distribution mise dessus, tu lances l'installation, c'est du clic-bouton suivant, tu mets ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, et au bout de l'installation, tu redémarres et tu as une machine sous Linux qui est prête à te permettre de jouer. Je crois que... Alors je sais plus si c'est déjà installé sur l'alpha, on est en alpha V3 là, donc je sais plus si c'est déjà sur l'alpha, sur cette version-là, ou si c'est dans la prochaine, mais ils ont pour but également de mettre OBS, de quoi faire du montage vidéo type DaVinci Resolve
ou autre. Enfin, en tout cas, OBS est prévu sur le roadmap. Si c'est pas déjà dans la V3, j'avoue que c'est pas cette partie-là qui m'intéressait. Donc voilà, GLF, c'est intéressant. OS, une distrib à mon avis à suivre. Je pense que j'en reparlerai dans quelques temps. J'avais d'ailleurs dit que c'était pas impossible qu'à la fin de cette première saison de nos podcasts, je tourne intégralement sous Linux. Donc c'est un pas de plus. Voilà. Ça y est, après 2h22 de tournage à la fin de cette émission. Tout d'abord, merci Ronan pour la dispo, et comme on a pu en discuter, on espère qu'on pourra peut-être à nouveau t'accueillir pour d'autres épisodes en lien avec la cybersécurité par exemple. Avec plaisir. En tout cas, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, pensez à le partager, à laisser un avis ou à vous abonner sur vos plateformes préférées, type Spotify, Apple Podcast, Deezer. Pensez à nous soutenir avec un commentaire ou un partage, ça prend 30 secondes et c'est ce qui permet de rendre ce podcast visible. On vous donne maintenant rendez-vous au mois de mai pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. Salut! Salut tout le monde! Au revoir!